Florent, merci d'être sur le podcast. Avec plaisir. On se connaissait pas du tout, on vient de se rencontrer à l'instant, on est chez toi pour donner le contexte. Tu sors juste de l'entraînement là au Levezou, vous avez fini à 14h. Déjà merci beaucoup d'accepter de venir partager un peu ton histoire et tes skills sur le podcast, ça me touche vraiment. Et donc voilà, déjà merci. Merci à toi pour l'invitation. Je suis très heureux d'être sur ce podcast et voilà, j'espère être le plus honnête et le plus franc possible pour répondre à tes questions. Ouais, j'en suis sûr. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on attaque un peu tout ton parcours. Toi, tu viens du Sud, Toulon, la Seine, voir après comment ton passage au CO, ton aventure avec l'équipe de France, que ce soit les jeunes ou maintenant les seniors. J'aimerais bien aussi qu'après, dans un second temps, on aille sur les skills. Vraiment, tu as un profil un peu mixte entre un 4 et un 5, tu vois, Ouais. qui a énormément d'avantages, mais aussi des inconvénients, on va en parler. Et voilà, tu as un énorme volume de jeu, ce que je trouve le plus impressionnant, qu'on va aller là-dedans, comment tu le travailles. Puis quelques skills au poste, ça te va comme programme? Très bien, c'est top. T'es né à La Seine, toi? Ouais, c'est ça, je suis né à la Seine. Après, mis à part ma maternité, j'ai pas beaucoup de liens avec la Seine. J'ai grandi dans un petit village au Bossé. Et après, très rapidement, je suis parti à Toulon et plus précisément dans le quartier du Mourillon, où là, réellement, j'ai vraiment grandi. Voilà, j'ai été au collège Django Reinhardt pour la section rugby. Et en lien avec le RCT, on faisait l'école et ensuite après on avait l'entraînement après on avait des horaires aménagés, donc voilà, c'était super pour moi. J'ai passé une enfance et une adolescence des meilleures, parce que je travaillais plutôt bien à l'école, j'étais quand même studieux. Pour ma mère, l'école c'était quand même la carotte, enfin c'était hyper important. l'objectif, et le rugby c'était la carotte. Donc du coup voilà, j'alternais les deux plutôt bien. J'avais un groupe de potes que j'ai encore aujourd'hui, avec des copains du rugby. Ouais, des copains du rugby qui aujourd'hui eux ne jouent plus au rugby, mais voilà, avec qui j'ai eu la chance de grandir et de passer des moments fabuleux. Je pense même les plus beaux moments de ma vie, parce qu'à cet âge-là, il y a l'insouciance, il y a juste le jeu, juste envie de jouer et pas toutes les contraintes du monde pro. Même si je m'estime très heureux et très chanceux de faire de ma passion mon métier, mais à cet âge-là, c'était incroyable, quoi. J'ai les souvenirs qui remontent là, où les tournois entre midi et deux, les frites, les touchés, voilà, c'était magique. C'était les époques que tu dois avoir quoi, une dizaine d'années? T'es né en 2000, c'est ça? T'es génération 2000? Donc ouais, 2010-2011, en plus, c'est les grosses années de l'université, non? C'est ces années-là, non? Ouais, j'ai été bercé avec le grand RCT, comme on peut l'appeler. C'était magique, honnêtement. Avec le recul, ce que j'ai vécu, c'était exceptionnel, parce que voir Mayol plein tous les week-ends, c'était la banalité. J'avais la chance d'être ramasseur de balles, faire le tour d'honneur après les matchs avec Johnny Wilkinson, Joe Van Niekerk, Matt Guito, les regarder comme ça, presque leur taper dans la main, faire des photos avec, les côtoyer. Pour moi, à l'époque, c'était normal, mais aujourd'hui, avec le recul, c'était exceptionnel, franchement. Et puis ça te donne un espèce de boost quand même. T'appartiens au même club, t'as envie d'y être, quoi. Ouais, j'avais envie d'y être. Après, honnêtement, être professionnel, ça a été un objectif plus tard. Moi, ma passion, c'était mes copains. Aller jouer au rugby, m'amuser, passer du temps avec mes copains, faire le con à l'entraînement, rigoler, passer du bon temps. Mais j'avais pas vraiment cette idée-là d'être pro, parce que comme je t'ai dit, je travaillais plutôt bien à l'école, et ma mère insistait vraiment sur les études. Donc le rugby, c'était un pur plaisir. Plus tard, après, j'ai compris que je pouvais en faire mon métier, et là, j'ai redoublé d'efforts. Là, j'ai travaillé plus que les autres. J'ai eu une hygiène de vie où, à 17-18 ans, on commence à faire les sorties, tout ça. Moi, j'ai pas... T'as calmé tout ça? J'ai pas connu, honnêtement, j'ai pas connu. J'étais focus sur mon rugby, réussir. Donc ton shift, il s'est fait quoi? Il s'est fait vers 16-17 ans, où tu te mets dans un mindset, ok, là, c'est clairement l'équipe de France, au moins de 17, où à partir de ce moment-là, je me dis, ok, apparemment, j'ai un potentiel. Apparemment, je peux faire de ma passion mon métier.
Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, ben là, je vais travailler plus dur que les autres parce que je veux réussir. Et voilà, là, je me suis mis une petite structure autour de moi, un petit cadre de vie, quoi. Mais encore une fois, je l'ai pas vécu comme une contrainte, quoi. Je suis pas malheureux aujourd'hui. Mais bon, voilà, je me rappelle que, ben non, il y avait des après-midi où mes copains, ils me disaient, on va faire ça, on va faire ça. Non, moi, j'allais m'entraîner. Les soirées, moi, je restais à la maison, je me couchais tôt, je récupérais. Et puis après, j'ai rapidement eu un rythme de vie de joueur pro presque, où j'enchaînais école, rugby, les week-ends en partant de déplacement, les matchs, tout ça. Et puis voilà, ça se faisait. Surtout quand t'es jeune, hein, t'enchaînes, tu t'entraînes de tous les côtés. Quand t'as un temps mort, tu fais la muscu. Quand t'as un truc, tu t'arrêtes pas, quoi. Exactement, je m'arrêtais pas. Et puis même au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'entraîner les cadets. À la Mercerie, à Castres. Tu les entraînes avec Julien? Non, lui, Julien, il fait les Crabos. Ah oui. Moi, je fais la catégorie d'en dessous, les à la Mercerie. Je les entraîne avec Gauthier Doubrère, Éric Charavel et Thierry Bourdet. C'est une spécificité quand même du CO, hein, où vraiment les joueurs pros entraînent les jeunes, mais pas pour faire genre et faire une photo comme on va pas. Vous êtes vraiment les entraîneurs et vous en occupez, quoi. Ah oui, on a un vrai rôle. On leur fait, on est là au quotidien, du début de la saison jusqu'à la fin. On va sur les matchs quand on peut aller sur les matchs. On fait les entraînements, on fait les exos. Il y a du management aussi parce que moi des fois, je reçois des messages le soir pour expliquer pourquoi je joue pas, etc. C'est très digital. Nous à mon époque c'était plus direct. Maintenant aujourd'hui il fonctionne par message. Donc c'est pas mal aussi. Mais voilà, moi à cette époque-là, à leur époque, à leur âge, les vacances, je les passais sur le terrain, mais pas pour m'entraîner forcément, hein, mais juste parce que j'étais heureux sur le terrain. J'avais ma bande de potes qui était calibrée de la même façon, où on avait les mêmes passions, et c'était le jeu. Alors on passait des fois des après-midi entières sur le terrain à faire des touchés, à faire des gagne-terrain au pied, mais mine de rien, ça, dans les skills, on développe et tu travailles sans vraiment le vouloir, juste dans le jeu. Et aujourd'hui, ça m'a apporté quelque chose qui est pas négligeable, quoi. Ouais, bien sûr. Et justement, on va en parler de ces skills, mais t'avais déjà je crois qu'à l'époque, tu jouais aussi un peu troisième ligne centre. T'avais un 8-4-5. Tu jouais deux rôles ou tu jouais que 8? Non, 8-4-5. Je prenais, si je suis honnête, je prenais plus de plaisir en tant que 8 parce que deuxième ligne, c'est quand même rude, c'est dur et tu perds beaucoup de gaz en mêlée parce que il faut pousser les mêlées pour aider tes piliers, alors qu'en 8, un peu moins. Donc du coup, j'avais un peu plus de jus, un peu plus de gaz pour tout ce qui est dans le jeu courant, quoi. Donc voilà, je prenais un peu plus. Quand t'es jeune, t'as fin de ballon, les sorties de mêlée, les trucs comme ça. Exactement, voilà, exactement. T'as envie de croquer, quoi. Et les rucks et les plaquages au ras, c'est un peu moins transcendant. Mais voilà, je faisais les deux postes, 4, 5, 8, en fonction des besoins de l'entraîneur, etc. Je fais mon premier match en tant que 8. À Toulon, en pro. Mais voilà, aujourd'hui, je suis deuxième ligne et je dirais même plus 5 maintenant. Plus 5, on va en parler après. Tu fais je savais pas ça. Ton premier match en pro avec le RCT, ouais. T'as quoi, t'as 18 ans? Ouais, 18 ans. Et tu le fais en 8? Je fais le tout premier, c'est contre les London Irish. Je suis remplaçant. C'est quoi, c'est la petite Coupe d'Europe? Non, je crois que c'était la grande Coupe d'Europe, il me semble. Et je le fais en remplaçant. Je rentre en 8. Deuxième match, la semaine d'après, on joue à Édimbourg, sur Murrayfield. Et ouais, incroyable, franchement, un souvenir magique. Et là, je suis titulaire en 8. Ça se passe plutôt bien. J'ai le souvenir d'un Mata, troisième ligne fidjien, qui joue à Édimbourg, je crois qu'il joue encore d'ailleurs, exceptionnel, magique, qui m'avait marqué. Il a été élu homme du match de ce match-là, très grand joueur, il m'avait marqué, je me rappelle. Mais voilà, je fais mon premier match et la semaine d'après j'enchaîne mon premier match de top 14 face à La Rochelle, en 8 aussi à Mayol. Ça se passe un poil moins bien, où je suis un peu moins performant, je sors à la mi-temps, ou juste après la mi-temps. Le niveau était
bien élevé, Ouais. quoi. Donc, Vous y alliez, la Coupe d'Europe, c'était une époque où l'université la jouait vraiment, ou c'était envoyer une équipe B, un peu laisser les cadres au repos? non, j'ai regardé il y a pas longtemps. L'équipe. Il y avait quand même pas mal de Ah oui, bons joueurs. c'était pas juste on envoie vraiment l'équipe B pour, parce Non, qu'on est, il y OK. avait, il y avait vraiment une bonne équipe. Voilà. Après, aller gagner Édimbourg chez eux, ça aurait été compliqué. C'était compliqué, c'est solide. C'est la moitié de l'équipe d'Écosse, donc c'est Voilà, compliqué. exactement. Et en plus, on avait joué sur Murrayfield, quoi. Donc, ils nous avaient fait venir sur Murrayfield. On avait pris 40. Et ces 3 premiers matchs là, au haut niveau, tu passes d'être espoir, quelques sélections en équipe de France jeune, à ce niveau-là, Coupe d'Europe puis top 14. C'est quoi qui te saute aux yeux en termes de différence quand tu ressors de là un peu? Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'était que lorsque tu passes au sol, Mmh. les mecs, ils te mettent les mains sur le ballon et pour libérer le ballon, c'était hyper dur. J'avais eu ce sentiment-là. Donc, quand tu passes au sol, vraiment, le travail au sol, etc., c'était vraiment Pas très haut niveau. une demi-seconde pour s'endormir? Non, tu pouvais pas dormir. Alors qu'en plus jeune, c'est un peu c'est un peu moins contesté les rucks. Donc là, ouais, ça m'avait vraiment marqué. Après, sinon, la vitesse, l'intensité, l'impact. Mais voilà, je pense que dans le monde pro, ce qui est dur, c'est l'enchaînement des matchs. Les semaines, elles sont compliquées à enchaîner. Mmh. C'est ça qui est vraiment dur. Faire quelques matchs comme ça, par-ci par-là, ça va, mais c'est l'enchaînement le plus compliqué, quoi. Complètement, ça me fait penser à, je crois qu'il est de ta génération, Paul Malaise, Oui, avec qui j'ai enregistré, et il me disait, lui, qui a vécu pour la un première peu plus fois de jeune sa que moi. carrière, un peu plus jeune. Ah oui, il était peut-être Ouais, surclassé ouais, à c'est ça. l'époque. Une saison complète en pilier droit en Pro D2. Ouais. Il dit, il est sorti de là, mais il était complètement rasé. C'est pas en fait 1, 2, 3 matchs, finalement, Ouais. ça allait, c'est C'est l'enchaînement l'enchaînement. de ces matchs, ouais. L'enchaînement. Et puis, une fois que tu as un niveau de performance, le garder tout le temps, parce que tes coéquipiers, ils attendent ce niveau de performance-là, parce que l'entraîneur, il attend ça, parce que la direction du club, il attend que tu aies un niveau maintenant qui soit élevé. Donc, t'as plus le droit à l'erreur, t'as plus le droit, en tant que jeune, tu peux, tes premiers matchs, tu peux pas passer à côté, bien sûr, mais au bout d'une dizaine, quinzaine de matchs, t'as le droit de passer à côté parce que justement, t'as pas encore d'expérience. À partir d'un certain nombre de matchs, c'est fini, t'as plus le droit, t'as un niveau que tu dois tenir, garder tous les week-ends, week-end après week-end. Et malgré cet enchaînement-là, les entraînements, l'intensité des matchs, tu dois rester à ce niveau-là. Et ça, c'est le plus dur pour moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. Donc, tu as ce côté travail au sol et vraiment vitesse, t'as pas le temps de t'endormir, des petits détails. Ce côté vraiment enchaînement de matchs sur toute une saison, et ce côté, t'as de l'attente parce que t'as plus le droit tu dois être régulier, quoi. Exactement. C'est intéressant, et je pense que c'est le gap entre le niveau des jeunes et le niveau des grands. En termes de rugby pur et dur, tu te sens au niveau dans les impacts, dans les skills, dans des choses comme ça, dans ton métier? À 18 ans Ouais. ou maintenant? Non, à 18 ans. À 18 ans, non. Physiquement, je me rappelle, pas forcément dans le cardio parce que je suis un joueur actif et ça allait, mais plutôt dans l'intensité, dans les plaquages. En fait, j'ai un peu compris plus tard et appris plus tard avec l'expérience que chaque plaquage, les mecs, ils attaquent pour faire mal, quoi. Et moi, à cet âge-là, j'avais pas cette mentalité-là. Un plaquage, c'était juste pour faire tomber. Ah, je fais tomber, Je fais clean, tomber, je me propre, replace. je me relève et je me réutilise, je me recycle, quoi. Ouais. Alors que aujourd'hui, j'ai plus tendance à la mentalité. Bien sûr, en fonction de qui j'ai en face aussi, c'est toujours pareil parce qu'il y a des gros porteurs de balles en top 14 et ceux-là, si tu les attaques, c'est compliqué. Mais sinon, j'ai tendance à attaquer bien plus mes plaquages pour marquer et dominer la collision. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça te monte dans les tours, une intensité beaucoup plus, et faut le voilà, tenir. c'est ça. Mais à cette époque-là, non. Après, voilà, c'est vraiment les collisions où je sentais que j'avais j'avais besoin de bosser. Mais après, voilà, une faim énorme compensée par une envie démesurée, une pression, mais une bonne pression, mais la vraie pression, quoi. Mais voilà. Puis après, plus tard, un peu plus tard, en arrivant à Castres, je me rappelle que ma mentalité, c'était ça allait toujours, hein, bien sûr, mais à un degré moindre quand même. Ce match-là, s'il faut presque mourir sur le terrain, j'étais prêt. Honnêtement, c'est peut-être un peu fou ou inconscient, mais je me rappelle avec mes écouteurs,
rentrer dans le match et me partir au sacrifice, quoi. Ah, bien sûr. Partir au sacrifice. Et je pense que quand t'es jeune, si t'es pas à 6000%, tu passes à côté, quoi. Pas exister. Tu peux pas exister. Donc oui, tu vas avoir des lacunes d'expérience, tu vas avoir des lacunes peut-être physiques, etc. Mais tu compenses par une envie démesurée. Et c'est pour ça que tu joues. Puis le train, il passe pas 50 fois. Hein. Il passe peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'est terminé. Hein. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va parler de ces sélections en équipe de France dont tu parlais en filigrane. Tu t'es sélectionné du coup en moins de 17, c'est là que tu shiftes un peu sur ce côté allez, je vais chercher le haut niveau. C'est ça. Petite sélection moins de 19 jusqu'à cette sélection U20, c'est toujours bien passé cette montée en grade dans les sélections? Ouais, honnêtement, j'ai eu la chance que ça soit fluide. Je suis capitaine en moins de 17. OK. Je suis capitaine en moins de 18. On fait une tournée en moins de 18 aussi où je suis capitaine au Pays de Galles. Ouais. Oui, au Pays de Galles, au Pays de Galles. Je suis capitaine aussi. Et puis après, j'ai la chance d'être surclassé en moins de 20. Et en fait, c'est plutôt fluide, quoi. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression avec le recul aujourd'hui, on me mettait la barre haute et j'arrivais à atteindre ces objectifs-là. Donc ça m'a permis de pas avoir de limites et de continuer ma progression de manière fluide, quoi. Oui, bien sûr. Surtout que vous êtes porté par une génération même avant vous qui était extrêmement forte. La formation française, c'est vraiment Exactement. là qu'elle a explosé. Et en 2019, il y a le titre des U20. Où est-ce que c'est? C'est ça, en France. En France. Bah oui, c'est en France. C'est en France, à Béziers. Et toi, t'arrives l'année d'après. C'est ça. Du coup, 2020. Exactement. Pour cette Coupe du Monde en Argentine, du coup. Ouais. Que vous gagnez. Qu'on gagne. Pour revenir sur les sélections aussi, j'en profite pour rendre hommage à Laurent Gate, qui était mon entraîneur de Krabos. Okay. C'est un peu grâce à lui que tout commence, parce que à ce moment-là, moi, je suis pas trop repéré. Je fais pas partie des listes équipe de France, etc. Et c'est Laurent Gate qui... Krabos, t'as quel âge? 16 ans. Krabos, t'as 16 ans pour les sélections moins de 17. Et c'est Laurent Gate qui via des connaissances m'appuie un petit peu pour faire les Interpol. À l'époque, avant l'équipe de France, tu passais par des Interpol. Je sais que ça a changé un petit peu, mais maintenant, à l'époque, c'était des Interpol. C'est là que tu avais tes classements en top 100, etc. Voilà, exactement. Voilà. Donc, j'ai fait à Marcoussis Interpol. Tu fais des matchs. Ensuite, top 100. Tu refais des matchs. Et ensuite, tu es sélectionné en équipe de France moins 17. Cette opportunité-là, si j'ai pas cet entraîneur-là et cette chance-là, je pense que peut-être je passe à côté. La carrière, elle est totalement différente. Je dis pas que je serais pas là où je suis aujourd'hui, mais je dis que j'aurais eu un autre chemin et sûrement bien plus compliqué. Ah oui, là tu prends pas l'autoroute, là tu prends les petites voies rapides dans les champs là. Exactement. Donc voilà, il faut rendre hommage. J'en profite pour rendre hommage à Laurent. Après, on se suit toujours, on s'appelle quelques fois, mais voilà, des fois la carrière elle est faite de chance, de rencontres, de bonnes personnes. Après, bien sûr que c'était une opportunité. Fallait la saisir encore. Fallait la saisir. Mais voilà, mais bon, il faut avoir les opportunités. Oui, c'est clair. Donc voilà, oui. Et après, donc du coup, moins 17, moins 19, et on passe en moins de 20, où franchement, c'était cette Coupe du Monde-là, on surfe un peu sur la dynamique des précédentes générations. Je me rappelle qu'on perd un match de poule face à l'Argentine. Okay. Le format de la Coupe du Monde du vin, il est un peu particulier. Si je me rappelle bien, il y a peut-être 3 poules. Il y a 3 poules. Okay. Les 3 premiers sont qualifiés directement et le meilleur second est qualifié. Ça fait demi et finale. D'accord. C'est ça le format. Donc nous, dans notre poule, on avait l'Argentine, les Fidji, la France et un autre. Donc on bat l'autre équipe, on bat les Fidji et on perd contre l'Argentine, le dernier match de poule. Ouais. Ce qui fait qu'on finit deuxième de poule. Mais donc, meilleur deuxième. Donc on n'est pas censé être qualifié, mais meilleur deuxième. Donc du coup ça fait 1 contre 4. Donc le premier c'était l'Afrique du Sud et on prend l'Afrique du Sud en demi-finale. Ce qui se passe, c'est que après cette défaite-là contre l'Argentine, on passe à côté du match. Le manager de l'époque, Sepp Piccheroni, Sepp Piccheroni, qui est en la section maintenant. C'est ça, exactement. Et il nous rassemble
et il nous dit de nous changer, on s'habille en civil, et on va dans un restaurant, un peu bar, un peu cloisonné où on est entre nous, et il nous dit maintenant on vous laisse, nous le staff on part, dites-vous les choses, mettez au clair ce qui va pas, parce que la prestation d'aujourd'hui elle est pas bonne, donc dites-vous les choses pour repartir d'un bon pied. Je me rappelle, il y avait quelques mecs, dont Mathis Lebel notamment, on en a parlé, qui avaient pris la parole, et voilà, on s'était dit les choses clairement, et ça nous avait relancé, ça nous avait galvanisé, ça nous avait resserré. Et du coup, donc on fait demi-finale contre l'Afrique du Sud. On sort l'Afrique du Sud. Finale contre l'Australie. Et si je suis honnête, ce match-là, on le joue 10 fois. Je suis pas sûr qu'on le gagne 10 fois. Loin de 10 fois. Je me rappelle qu'ils ont, à un moment donné, à la 70e, il joue d'ailleurs aujourd'hui. Il a un casque rouge. Je me rappelle plus son nom. Numéro 8. Très fort, le numéro 8. Très, très fort. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Il a des skills de la vitesse, qui casse les lignes à chaque fois, là. Très, très fort. Et il perce à la 70e. Il a un 2 contre 1 avec l'arrière, Mathis. Il manque le 2 contre 1, il fait fin de passe, Mathis est resté sur lui, il le plaque, alors que là c'est 2 contre 1 et c'est entre le poteau, match plié, merci, au revoir quoi. Et il le fait pas, lors 10 il passe à côté du match, il rate peut-être 3 ou 4 pénalités, et on est champion du monde. Incroyable. Et je pense honnêtement, si on le joue 10 fois le match, on le gagne pas 10 fois, ça c'est sûr, et il le gagne peut-être plus que nous, parce qu'ils étaient vraiment costauds et vraiment bien organisés. C'était une belle génération australienne. Mais voilà, on avait quelque chose, on avait créé quelque chose, ce lien, cette soirée-là, elle nous a permis de faire cette chose-là. Tu vois, c'est marrant, hein, c'est Dimitri Zazerski, dans un autre podcast, il me raconte exactement la même chose à la Coupe du Monde chez les grands, chez les seniors, Coupe du Monde en France, justement, en 2007, quand au final on perd aussi contre l'Argentine, tu vois, l'histoire elle se répète. Tu sais, match d'ouverture, on perd, ça se passe pas bien, c'est la fois où c'est chaud, et puis finalement tu joues ton quart de finale en Pays de Galles, tu sais, contre la Nouvelle-Zélande, quand le fameux drapeau là pendant la Marseillaise. Et pareil, il dit entre les poules et là, en fait, ça allait pas, on jouait mal, il y a des fractures dans le groupe, ça glissait pas. Et ils ont fermé les rideaux, ils sont allés dans un endroit. Alors, oui, ils ont fait une bringue, mais aussi, ils se sont dit les choses. Voilà, exactement ce que tu me dis, tu as l'impression qu'à un moment donné, il faut arrêter de lutter contre un truc qui va pas et de se dire, allez, attention, la technique, le truc, le machin, la stratégie. Non, à un moment donné, c'est une histoire d'homme aussi, et si c'est pas réglé et carré, ça avance pas, tu vois, et l'histoire, elle se répète assez souvent. Non, moi, je suis convaincu que le rugby, c'est une histoire d'homme avant tout. C'est qu'est-ce que tu vas mettre sur le terrain, quelle envie tu vas y mettre, quelle abnégation tu vas y mettre, quel combat tu vas émettre, parce que c'est un sport de combat. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui? Et ça, malheureusement, s'il y a des clans, si tu t'entends pas bien dans le groupe, et nous à Castres, on est bien placé pour en parler, parce que ce qui fait notre force, c'est notre groupe. Et ça, je l'ai compris en arrivant ici. Et on est un club, je pense, différent sur ça, et j'espère qu'on le restera, parce que c'est ce qui fait notre force vraiment. Aujourd'hui, tu rentres sur le terrain, t'es prêt à te sacrifier pour lui, et si tu l'aimes pas le mec à côté, tu vas pas faire l'effort pour rattraper la connerie qu'il a fait, pour rattraper le plaquage manqué, et mine de rien, c'est des petites choses qui font que le haut niveau, il est tellement difficile, ça se joue tellement à des détails que des fois tu peux compenser ces détails par ce lien que tu as, cette solidarité et cette envie, quoi. Ouais, c'est compliqué parce qu'à l'époque des datas et de tout chiffrer, etc., c'est des choses que tu n'arrives pas à mettre le quantifier. Et pourtant, tous les mecs que j'ai interviewés sur le podcast qui ont gagné le bouclier de Brennus ou d'autres trucs, ils me disent c'était spécial. Il y avait autre chose. On était une bande de. Alors, ça fait un peu cucu de dire faut se sacrifier, on est des frères, voilà, ça. Mais n'empêche que tous ceux qui ont gagné, ils te disent ça. C'était une année spéciale qu'on n'a jamais retrouvée. Enfin, tu vois, le CO, quand ils sont champions, Julien me le dit, voilà, c'est spécial. Zazerski, quand ils sont champions avec le Racing, il me dit c'est spécial, il se passe quelque chose. Tu peux pas le dire, ça. L'année en 2021 où on va en finale, on est la plus mauvaise touche du championnat, la plus mauvaise mêlée du championnat, mais par contre on est la meilleure défense du championnat, parce qu'on était des copains, enfin on est toujours des copains, on est des amis, et on se sacrifie les uns pour les autres en défense. Et ça, c'est l'état d'esprit. Enfin pour moi la défense, c'est l'état d'esprit de ton équipe. Si tu lâches en défense, si tu travailles pas pour les autres, etc.,
et ça marque une fragilité dans ton équipe. Complètement, parce que je pense que pour être investi à 100%, surtout maintenant à l'époque des défenses rush où il faut vraiment monter très fort, t'as pas le choix d'avoir confiance au mec à ta gauche et au mec à ta droite. Parce que sinon, si t'as ce petit temps de recul, est-ce qu'il est bien là, c'est terminé. T'es mort, ça va trop vite. Et cette confiance, ça fait partie aussi de ça, quoi. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Donc cette Coupe du Monde, t'es champion, et c'est à ce moment-là ou pas que tu passes au CO? Que tu quittes le RCT pour passer au CO? Non. Je suis champion en 2019 et j'arrive au CO en 2020. Il y a l'année Covid, juste après. Donc en fait, l'année d'après, c'est une année compliquée pour moi parce que je suis en fin de contrat avec Toulon. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça me trotte un peu parce que c'est une situation difficile. Je vois que au niveau pro, j'ai pas forcément ma chance, ou du moins, on me donne pas ce que j'attends. Parce que tu fais 2-3 matchs là en 2018 et après, plus de matchs. Et après, plus de matchs. Je me blesse. J'enchaîne les blessures, et notamment une fracture de la cheville. Et c'est un peu à ce moment-là, c'est dans le même timing où je signe au CO pour partir sur de nouvelles bases, commencer une nouvelle histoire. Toulon, j'étais dans mon cocon, j'étais chez ma mère, elle me faisait mon lit, j'avais le repas de près, et j'avais envie de devenir un homme, simplement, et de m'épanouir un peu individuellement, seul. En perso et en pro. En perso et en pro. Et en plus de ça, le CO, et Pierre-Henri Broncan notamment, lorsqu'on commence à discuter ensemble, il me dit, mais moi, l'âge, c'est pas important pour moi. Je te recrute, tu fais partie de l'équipe pro, ce qui est très important. À Toulon, je faisais partie de l'équipe espoir. Et tu t'entraînais avec les pros. Et je m'entraînais avec les pros. Là, tu fais partie de l'équipe pro, donc ça veut dire que tu es à 100% pro. Et derrière, si tu es bon à l'entraînement, tu joueras le week-end. Et moi, je fonctionne comme ça, et je marche à ça. Pour moi, le meilleur le mardi, ou le lundi-mardi, c'est lui qui doit jouer le week-end, parce que c'est lui qui met le plus d'intensité à l'entraînement, etc. Et donc ce discours-là, il m'a plu, et je me suis dit, ok, même s'il y a des grands noms, etc., moi je vais y aller du haut de mes 20 ans, et je vais leur apporter une opposition, et je vais m'envoyer à 100%, et on verra ce qu'on me donne. Et la première saison à Castres, je fais 18 matchs, donc c'est une saison réussi. Pour un jeune de 20 ans, c'est... Pour un jeune de 20 ans, en deuxième ligne. C'est ça. Puis voilà, après, ce qui était vraiment compliqué à gérer, ça a été le bouleversement de passer d'un jeune où tout est facile et tout, à se débrouiller, à gérer ta vie du quotidien, ta bouffe, ton ménage, tes factures, à payer. Si j'ai la chance d'avoir une mère sur qui je peux compter à n'importe quelle heure, et qui est grandiose et un exemple pour moi. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais non, voilà. Donc du coup, ce changement-là, c'est plutôt bien passé, et j'en ai de très bons souvenirs, notamment à la première année où tu deviens un peu autonome, et cette sensation-là, c'est pas mal. Bien sûr, surtout quand ça se passe bien en pro et en perso, là, c'est explosion. Exactement. Sur cette transfert du RCT au CO, j'ai l'impression, tu me dis si t'es d'accord ou pas, que quand t'es un jeune et que tu arrives dans ton club formateur pour vraiment s'installer au niveau, soit il faut percer direct, mais vraiment, un Romain Tamac, un Mathis Lebel qui arrive et qui s'installe et qui est en place, voilà. Et si c'est pas le cas tout de suite, c'est très 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 dur, je trouve, de s'imposer dans son club formateur. Non, t'es pas d'accord ? Je suis d'accord, mais ça a changé quand même aujourd'hui. On valorise bien plus la formation, on valorise bien plus les gars du coin, ce qui est une très bonne chose. Mais je pense que nul n'est prophète en son pays. Et à l'époque, c'était ce proverbe-là qui me correspondait. Je sentais que à Toulon, j'aurais toujours été le petit jeune qui dépanne, qui fait l'entraînement chez les remplaçants, quoi, et qui va dépanner à l'aile parce qu'il n'y a pas d'ailier, qui va dépanner un coup en troisième ligne, un coup en deuxième ligne, mais qui va pas jouer. C'est le gars sur qui on va compter pour l'entraînement, mais on va pas compter en match. Et c'était peut-être un peu tôt
Peut-être que j'ai été un peu, comment on appelle ça, impatient. Voilà, peut-être que j'ai été impatient, mais quand à côté on te propose un projet où tu peux directement matcher avec les pros, ben il fallait pas enfin je pense qu'il fallait pas voilà, il fallait pas s'en empêcher quoi, Ouais, bien sûr. de vivre Bien l'aventure. sûr. Puis impatient, t'as pas le choix à 20 ans d'être impatient. Si t'es patient à 20 ans, t'arrives jusque 24-25, c'est terminé. Et voilà, et c'était ça que j'avais peur. J'avais pas envie d'être Eh oui. le joueur de Toulon. C'est magnifique, t'es joueur de Toulon, c'est très beau. Quand t'es issu de la formation de Toulonnais, c'est le rêve d'être pro à Toulon. Mais j'avais pas envie d'être ce joueur qui juste fait les entraînements. Et malheureusement, tu passeras toujours, ça c'est même dans l'inconscient, tu passeras toujours derrière un mec, une nouvelle recrue qui arrive et qu'on veut tester et qu'on veut donner sa chance parce qu'on l'a payé et que, enfin tu vois, donc Bien sûr. forcément même de la part des clubs, c'est compliqué à vraiment des fois dire à un mec que t'as recruté, bah, désolé, tu vas pas jouer parce qu'il y a un petit jeune qui joue. Et voilà, c'est ça. Mais les jeunes performent avec cette nouvelle génération de plus en plus, donc en effet, je pense que t'as raison, ça c'est amené à changer. Ça change, ça change un peu, mais voilà, je pense que lorsqu'un club il met un billet sur, c'est du business aussi, Bien quoi. sûr. Hein, il met un billet sur un joueur et qu'il le valorise, il veut forcément qu'il joue, et du coup, bah, toi t'es le petit jeune à côté, t'attends et t'espères que il se blesse parce que même s'il fait des mauvaises performances, il va quand même continuer à enchaîner. Et bon voilà, honnêtement, j'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là, cette frustration de me dire je suis prêt à jouer, je me sens prêt, et ces 3 matchs-là, en fait, ils m'ont montré que j'étais prêt à jouer, mais on me donne pas ma chance et je suis obligé d'attendre des circonstances, etc. Non, moi j'ai envie d'être le meilleur à l'entraînement, et si je suis le meilleur à l'entraînement, j'ai envie de jouer, d'être récompensé. J'avais pas envie de cette injustice-là, de m'envoyer comme un fou à l'entraînement pour pas jouer le week-end. Et preuve en est, ça te donne raison sur les années qui s'en sont suivies. T'es arrivé au CO, il y avait encore Mauricio Ricciardo ou non, c'était tout de suite Pierre-Henri Boncon? Non, il y a eu Mauricio, 6 mois, et il s'est fait licencier en décembre après une défaite face à Brive. Sur ces années Covid. Qu'est-ce que Pierre-Henri Boncon, toi qui as vraiment connu finalement assez rapidement PHB, comme on l'appelle, qu'est-ce qu'il a apporté? Tu vois, hier, je tournais un épisode avec Bruno Jouan et le kiné du Stade Toulousain. Et quand je lui ai demandé la question traditionnelle de fin d'épisode, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast, il m'a tout de suite dit, bah écoute, Pierre-Henri Boncon. Il est passé par le stade un petit moment en tant qu'assistant. Il m'a dit étonnant. Étonnant. Vraiment, tu sais jamais sur quel pied danser. En même temps, il a une connaissance, une culture rugby qui est exceptionnelle. Quand on dit qu'il vit rugby, c'est un truc de dingue. Le fils du sorcier gersois, donc de Henri Broncan, qui est un espèce de mythe vivant. Qu'est-ce qu'il a apporté, toi qui l'as connu au quotidien, Pierre-Henri Broncan? Eh bien, il a apporté de la passion. Parce que c'est un vrai passionné, c'est un mec qui vit le truc à 10 000%, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, il va être un peu dans l'excès dans beaucoup de choses, mais du coup, forcément, quand t'es face à quelqu'un qui est passionné, qui est investi à 10 000%, toi aussi, tu mets tout tout ce que t'as, tu vis pour ça, tu penses qu'à ça, et du coup, voilà, moi, et c'est lui qui m'a lancé, donc j'ai énormément de reconnaissance envers Pierre-Henri Boncamp. J'ai passé des semaines compliquées des fois parce qu'il te chatouille là où ça fait mal, mais justement derrière il te remet en question sans cesse. C'est une remise en question sans cesse avec lui, et il faut semaine après semaine montrer que tu as envie de jouer et tu es capable de jouer et tu peux jouer. Et ça, pour moi, ça a pas de prix dans le monde pro, où tu vas gagner ta place à l'entraînement. Ça, pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde, pour le collectif. Mais voilà, ouais, Pierre-Henri Boncamp, c'est quelqu'un dans le rugby, mais c'est quelqu'un pour moi où je le porte quand même beaucoup de respect. Ouais, voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc ce que tu nous dis finalement, c'est que c'est une espèce de transparence totale, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, même dans les retours qu'il fait aux joueurs, même dans le management de son équipe. C'est ça. Là, les mecs, vous avez fait de la merde. Là, ce que vous avez fait, c'est parfait. C'est ça. Mais on dit les choses et on le dit en face. C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle des coups de fil. Des fois, il m'appelait. C'était 21h, 21h30. Ouais, ton entraînement, là, il est bon. Continue comme ça, etc. Ou sinon, ton entraînement, là, il est pourri. Qu'est-ce que tu fais, etc. Je me rappelle du premier match à Castres. On joue le Stade Français. Je sors à la mi-temps.
Je sors à la mi-temps, je fais pas une du coup, si tu sors à la mi-temps déjà, Ça pue. ça pue. Tu fais pas une bonne mi-temps. Donc je vais le voir, le lundi, pour discuter, pour apprendre et du coup, je lui dis: «Est-ce que je peux avoir un retour ou est-ce que j'aurais pu être meilleur?» et cetera et il me regarde et il me dit: «Mais tu l'as vu ton match?» Je dis: «Oui». Il me dit: «Il y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Tu as rien fait. Fais des choses, prends le ballon, fais quelque chose. Tu as rien fait». Ah ouais, OK, bah, le match d'après et du coup, j'ai fait. Voilà, c'était comme ça. Pierre-Henry, il vivait le truc, pleinement et des appels à 22h, je te dis, hein, j'en ai eu un paquet, mais du coup, bah, tu es tout le temps concerné. Tu es tout le temps concerné par le rugby et ce qui des fois, à la longue, c'est compliqué. Ça peut être usant, quoi. Ça peut être usant. Bien sûr, c'est les managers qui sont absolument magnifiques parce qu'ils sont ultra passionnés. Là, j'ai un exemple qui vient en tête quand tu me donnes ces exemples, c'est Ronan O'Gara aussi, qui est ultra, ultra perfectionniste, rigoureux, qui va là-dedans. Alors, c'est incroyable, c'est comme, malheureusement que comme ça que tu arrives à être premier, faire le doublé, faire des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'à force, tu sens que c'est lourd, c'est pesant, quoi, vraiment à long terme, au bout de plusieurs saisons, parce que quand même les résultats sont là. Je me le suis noté là, tu vois, quand il arrive, le CO est 13e. Il passe de la 13e à la 7e place. Vous échouez à 1 point de la qualif avec 12 victoires en 15 matchs et ça se joue au dernier match où finalement la qualif se fait pas. Et l'année d'après, sur la lancée, c'est là que vous êtes intouchable, vous êtes premier du championnat, invaincu à domicile pendant 21 matchs. Ça va jusqu'en finale avec le MHR. Donc, à un moment donné, ça paye. Ah oui, non, mais je te dis, dans la connaissance rugby, je me rappelle des retours de vidéos, des fois, ou des combinaisons de pourquoi on fait ça. Je me disais, ah ouais, mais j'étais à milieu d'imaginer que c'était tout ça pour ça, quoi. Dans l'intelligence, dans l'intellect rugby tactique. Ouais, QI rugby. QI rugby. Pouah, il m'a fait progresser, il m'a fait faire des choses incroyables, vraiment incroyables. Ouais, t'as fait vraiment progresser en tant que joueur. Ah ouais, vraiment en tant que joueur, mais dans le cerveau, quoi, dans le pourquoi je fais ça, parce que ça va amener ça. Quel impact ça a Quel impact ça a sur le jeu. Ouais, voilà, c'était. T'as un exemple là qui te vient en tête? Ben, j'ai un exemple en tête. J'ai un exemple tout con, mais par exemple les lifts, jeter les mecs en touche, ben ça paraît être anodin, mais ces 10 centimètres là, ben ça change tout. En contre en touche, ben, le mec il va contrer le ballon, etc. Et il avait une exigence sur ça. Si tu jetais pas le mec, je me rappelle d'un retour de vidéo où j'avais pas jeté 2-3 fois Gauthier Maravat, je m'étais fait défoncer. Bah oui, ok, pas de problème, je comprends. Il y a pas de souci, quoi. Mais voilà, non, même dans les combinaisons, on prenait le milieu de terrain, ensuite on allait côté opposé pour qu'il circule 2 fois et derrière revenir dans le fermé, des trucs où tu déplaces la défense, tu joues avec la défense. Ouais, une vision sur 3-4 temps de jeu pour sur 3-4 temps de jeu, pour manipuler vraiment la défense, quoi. Incroyable, les corners, les analyses. Ouais, je me rappelle d'un match aussi, putain, incroyable, en Coupe d'Europe, où on le regarde un peu comme un martien. Il nous présente un truc, 22 mètres, on arrive dans les 22 mètres, Kappa. Putain, j'aurais pas dû dire Kappa, mais c'est notre terme. Jeu au pied du 9, box kick du 9. Alors qu'on est dans leur 22 pour mettre la pression à l'arrière et parce qu'il a analysé que l'arrière, ben, il est faible en l'air et du coup on allait lui mettre la pression et on allait marquer. Ben, je crois qu'on n'est pas loin de marquer, il me semble, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais on le fait en match, on n'est pas loin de marquer. Box kick sous les poteaux alors que t'es dans les 22 mètres. Tu te dis quand on voit ça le lundi, on se dit mais non, c'est impossible, enfin on joue pas, quoi. Ben si. Ouais. Et après, il était entouré par aussi David Harry-Carrer, très très bon entraîneur aussi, et Joe Worsley, qui pour moi aussi, pareil, m'a révolutionné ma défense carrément, parce que je sortais de jeunes ou une défense en jeune où on m'avait appris des principes, où là on m'a tout effacé, on a repris une page blanche, et Joe Worsley m'a dit voilà, pour défendre c'est comme ça, des principes qu'aujourd'hui j'ai gardés et qui sont incroyables. Là Florent, il faut que tu m'en dises plus. Donc quoi, t'étais plus dans un espèce de zonage avant, classiquement. Déjà rien que ton placement en défense, moi en tant que jeune, on m'a dit être épaule intérieure, monter
Et ça s'arrêtait. Et après, glisser avec la balle, tranquillement, Ouais. voilà. Fixe de 10, après on fait du zonage et on descend. Là, on m'apprend à être passé extérieur du mec, l'épaule extérieure du mec, et à défendre une zone qui est intérieure, qui est là, en fait. Et tout ce qui se passe là-bas, c'est pas ton problème. Parce que moi, je vais défendre cette zone-là, le mec après moi va défendre cette zone-là, le mec d'après défend cette zone-là. Moi, je monte, le mec après moi, il doit toujours monter plus fort pour fermer. Et en fait, c'est les principes de rush défense, où tu fermes tout le temps, et tu forces l'adversaire à faire tomber le ballon, à être très bon sur les skills, mais pas tout le monde est très très bon et excellent sur les skills. Donc du coup, tu récupères des turnovers, tu te nourris de ça, tu vas marquer. Et cette année-là, en défense, on était des monstrueux, mais on était des fous complets. Ça, c'était ma zone. Je la montais comme un gaga, le plus fort possible, et je défendais cette zone-là. Le reste qui se passe après, c'est sa responsabilité à lui. Ce qui se passe après, c'est sa responsabilité à lui. Et ça, c'est des principes. Incroyable. Moi, au début, je comprenais pas. Moi, j'avais mon mec, je défendais mon mec. Pourquoi tu me parles de défendre une zone? Après, dès que j'ai pigé ça, c'est bien plus facile parce qu'en fait, je regarde tout le temps le ballon, pointe de pied, je suis prêt à monter, je monte le plus fort possible. Le mec, il rentre dans cette zone-là, plaquage. Et sinon, si le ballon y est passé, boum. Et après, bien sûr, ferme intérieur, continue de monter, tout ça. Mais ça, c'est. Mais n'empêche que tu vois, tu me le montres très bien avec tes bras. C'est vraiment ce mindset de te dire, au lieu d'être inté et d'être porté vers l'extérieur, tout de suite déjà presque en contrôle avant même que ça commence. C'est ça. On inverse le rapport de force. Je me mets extérieur de lui pour attaquer ma zone vraiment intérieure. Je me concentre sur ce qu'il y a en face de moi et à l'intérieur, plus du tout sur l'extérieur. Plus du tout. Et comme du coup, ça forme très fort. C'est une vision qui change tout. Ça change tout. Comme ça ferme très très fort extérieur, les mecs ils rentrent intérieur. Et du coup, boum, tu replaques intérieur, mais le mec, il est obligé de rentrer intérieur. Intérieur, tu plaques et t'as pas de danger, en fait. Et tu continues comme ça, tu peux défendre des temps et des temps et des temps sans arrêt, quoi. Bon, ça demande deux choses. Ça demande du cardio, parce que c'est plus fatigant de défendre bien sûr. en rush que de défendre en contrôle tranquillou. Et ça demande, on le disait avant, une confiance au mec absolue. Parce que là, tu dis vraiment... là, c'est chaud. Des fois, t'es à 4 contre 3, tu montes en rush, tu les tues. S'il y en a un qui s'oublie ou s'il y a des mecs qui sont un peu doués ou que t'es un peu à la ramasse, c'est terminé. Et si t'as le moindre décalage aussi, si moi j'ai fermé, que lui il a pas fermé, qu'il a pas réagi, t'as l'intervalle qui s'est créé ici, t'es mort. T'es mort. Et après, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il disait, on ferme tout, même s'il y a un surnombre, on ferme tout. Si ils arrivent avec leurs skills à aller à l'extérieur, ils vont aller marquer et on les applaudira, bravo à eux. Et cette mentalité-là, je me suis dit, non, c'est impossible. Mais aujourd'hui, avec le recul, ouais, c'est ça. Et en fait, ça va arriver combien de fois sur 10? Peut-être une fois sur 10, 2 fois sur 10, parce que t'as un mec vraiment très doué qui arrive à faire une sautée, qui arrive à faire un truc un peu hors du commun. Mais sinon 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, soit le mec il est catché, soit il prend le mec et le ballon. Dans ce cas-là, il dégueule le ballon et turnover et on se nourrit de ça. Cette saison-là, on fait que ça, quoi. Ouais. J'ai cette image, moi, je suis à fond le rugby de l'hémisphère sud et le super rugby. Et justement, c'était les Crusaders avec Scott Robertson qui ont été assez précurseurs là-dessus et qui ont changé complètement ce shift où en fait tu t'occupes plus du ballon, tu t'occupes plus de ta zone, tu t'occupes vraiment du mec que tu as en face de toi et tu montes comme ça vers l'intérieur. Et c'était d'ailleurs Ronan O'Gara qui était assistant, qui après il l'a transformé à La Rochelle. Mais c'est intéressant, je trouve, cette vision, comme tu parlais du box kick là, alors que tu es dans les 22 des mecs, c'est pas faire les choses pour les faire. C'est les faire avec une intention précise et pas parce que tout le monde le fait et qu'il faut le faire parce que l'équipe d'à côté le fait. C'est vraiment ce côté, ok, j'ai repéré ça, on fait ça, de l'intention dans tout ce que tu fais à l'entraînement, quoi. Mais c'est là où des fois peut-être que j'en veux un peu aux supporters qui commandent certaines choses sur les réseaux sociaux, mais qui sont pas là la semaine à l'entraînement. Quand on fait des choses, il y a des matchs où par exemple on va utiliser énormément le pied. On sait que c'est pas le plus beau jeu. Et à Castres on le fait souvent. On sait que c'est pas le plus beau jeu, mais pourquoi on le fait? Parce que derrière, j'ai le match contre les Saracens où on gagne là-bas, mais pourquoi on le fait? Et en plus, j'ai regardé ce match-là, j'ai pas joué, mais j'ai regardé ce match-là dans un bar. J'avais des échos des supporters. Pourquoi ils tapent? Mais non, pourquoi ils tapent? Pourquoi ils tapent? Parce que les Saracens,
top 3 meilleures défenses d'Europe. Donc, si tu joues face à eux, bah, ils vont te contrer, ils vont te plaquer. Tu vas pouvoir jouer soit pendant des heures parce que tu passeras pas, c'est la meilleure défense d'Europe, soit sinon, ils vont te contrer, turnover et ils vont aller marquer. En jouant au pied, tu les mets eux sur pression et tu les prends un peu à contre-pied, quoi, à contre-jeu, à leur propre jeu. Et donc, ouais, c'est pas le plus beau rugby, mais c'est le rugby qui gagne. Et qu'est-ce qu'on veut au final? On veut gagner, point barre. Moi, ça m'intéresse Surtout pas que la qualif, elle se joue là, donc bien sûr que tu veux la gagner. Bien sûr. Donc, voilà, là, ça a été un plan mené par Xavier, qui a été très bien mené, hein, très bien réfléchi. Et voilà, ça marche. On a analysé une faiblesse, enfin, une force, leur force, qui est devenue une faiblesse. On s'en est servi et on a occupé, on a joué au pied. Et les ballons, en plus, on met 2 beaux essais. Les ballons qu'on a, on arrive à trouver des espaces qu'on récupère, on va marquer. Et voilà, bravo, merci. Sûr. À un moment donné, c'est ça. Tu utilises les faiblesses adversaires et tu utilises tes forces. Regarde l'Afrique du Sud, ils sont champions du monde parce qu'ils ont quoi? La force, c'est la mêlée, c'est le jeu d'avant, c'est leur banc. Et après, la faiblesse des autres équipes, bon, bah, notre R2, R3, ils l'ont quand même bien simulé. Donc, à un moment donné, c'est ça. Bien sûr. Et c'est pas le rugby le plus beau de la planète, mais bon, n'empêche que c'est celui qui gagne. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, il y a 2 formes de rugby. T'as le rugby de possession, mis à part Toulouse, qui ont les joueurs pour... Peut-être l'UBB un petit peu. L'UBB qui s'en inspire un peu, mais à moindre échelle. Les All Blacks, peut-être. Et encore, regarde, c'est pas eux qui gagnent. Donc voilà, où vraiment ces équipes-là, elles excellent dans ça, mais... Et t'as le rugby un peu de dépossession et d'occupation, etc. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et je pense que le rugby de pression, c'est le meilleur, où tu peux alterner le jeu au pied de dépossession pour chasser, pour les enfermer, pour les mettre sous pression, d'où le nom pression, et le jeu où tu conserves le ballon parce que tu as des opportunités. Et je pense qu'une grande équipe, elle est capable de s'adapter à l'adversaire qu'elle a en face. Si c'est très fort en défense, on va jouer par-dessus, occuper, chasser nous. Et si c'est un peu moins fort en défense et que justement cette équipe-là, elle se nourrit du ballon, il faut leur échapper. Enfin, faut garder le ballon de nous pour pas qu'il ait eux. Et ben du coup tu le gardes un peu plus et tu peux multiplier les temps de jeu. C'est à s'adapter chaque week-end, en fait. Chaque équipe est différente, a des principes de jeu différents et voilà. Ouais, tu vois, je regarde l'équipe de France, ça n'a jamais été aussi dangereuse que quand elle fait un rugby de dépossession totale. Et elle est létale en compte, c'est extraordinaire, tu vois. Mon avis, ça n'engage que moi, mais mon avis, c'est que l'équipe de France avait un jeu de dépossession peut-être 6 mois avant la Coupe du Monde. Et qui est dans lequel dans lequel elle était excellente. 2022, elle marche sur la planète entière. Elle était excellente, elle marche sur la planète entière. Elle était très très forte à cause de peut-être des critiques, de peut-être je sais pas, des choses que je ne maîtrise pas. Et j'ai l'impression que ce jeu-là a un peu changé. Et t'arrives à la Coupe du Monde et t'es entre les deux. Et t'es un peu entre les deux et tu te fais catcher. Et tu te fais catcher par une équipe du Sud qui fait de la dépossession, qui fait la dépossession exacte. Qui veut pas jouer. Donc voilà. Ah bah c'est sûr, hein. C'est sûr, je suis 1000 fois d'accord. Et puis t'as ce côté-là, genre jouer sur ce qui fonctionne et ta stratégie de jeu. Et t'as autre chose, moi, que je trouvais que Pierre-Henri Boncamp arrivait à faire magnifiquement sur son passage au CO, c'est ce côté jouer avec les points forts de ton équipe. Alors, bien sûr, stratégiquement, comme on l'a dit, mais prendre un joueur et utiliser chercher la quintessence de joueur. Mon exemple parfait pour moi, c'est Raizuke, tu vois. Ouais. Qui a jamais été aussi fort qu'avec Pierre-Henri Boncamp parce qu'il disait, OK, allez, peut-être que d'une fois sur deux, tu fais n'importe quoi, t'es un peu, voilà. Mais par contre, t'es injouable dans ce secteur-là, je vais mettre ma stratégie pour que tu puisses être mis en valeur sur ce qui te fait plaisir, tu vois. Et vraiment, ce côté s'adapter aux points forts de ton équipe et aux joueurs. Ouais, totalement. Il le faisait très bien. Moi, je sais que j'ai un peu des lacunes en touche où c'est pas voilà, c'est pas ma qualité. Et en fait, on trouvait des parades pour que j'en fasse le moins possible en touche, quoi. Et j'apportais sur le terrain autre chose. Et c'était cette qualité-là qui me faisait jouer. De toute manière, ça c'est une phrase de Fabien Galtier et je pense qu'elle est très vraie et je m'en inspire beaucoup. Si on est là, à ce niveau-là,
c'est pas pour nos défauts, c'est simplement pour nos qualités. Donc, faut être le meilleur sur tes qualités. C'est pour tes qualités qu'on te prend, et tes défauts, bah, t'essaies de le corriger le plus possible, t'essaies d'être le moins dans le moins possible, d'être le plus normal. Mais par contre, tes qualités, tes points forts, il faut qu'ils explosent, il faut qu'on les voit, et il faut que tu sois indispensable à l'équipe pour ces qualités-là. Et ça sert à rien d'être normal partout, à peu près bon partout. Il faut avoir une ou deux qualités très fortes Qui te font jouer. qui te font jouer et qui te font te rendre indispensable pour l'équipe. Travailler ses points forts. Travailler, ça, c'est vraiment un truc que je regrette, tu vois, moi, alors, à toute petite échelle, mais d'avoir voulu vraiment être tellement complet, travailler tout, voilà. En fait, tu ressors du lot dans rien. Au pire, au mieux, pardon, t'es un remplaçant parfait. Au pire, tu sors pas du lot, donc merci, au revoir, quoi. C'est ça. Complètement. Le rugby, c'est aussi du business. Et tu vois, c'est marrant, on tourne. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait un post il y a 1 heure. Il y a 2 heures maintenant. Warren Gatland, qui vient d'être sorti, viré de la sélection du Pays de Galles. À l'image d'un Pierre-Henri Broncan qui, 6 mois après la finale, 1 an et demi où vous marchez sur l'eau, 6 mois après, bah merci, au revoir. Alors, c'est des sujets un peu épineux, et c'est pas l'idée de dire le pourquoi du comment, mais quand même, c'est terrible. C'est terriblement dur, le rugby, où tu peux être en haut de l'affiche incroyable, un peu comme l'équipe de France qui vient de perdre contre l'Angleterre, et on leur tire dessus comme s'ils avaient fait 25 matchs alors qu'ils rayonnent depuis. Enfin, c'est quand même, le rugby, il est dur dans ce niveau-là, genre, c'est sans pitié, quoi. Ouais, mais c'est le haut niveau. Ah oui. T'es dans le haut niveau. Moi, je suis OK avec ça. C'est pareil pour les joueurs. Tu passes à côté une fois, on va te dire, bon, ça fait chier, mais tu passes à côté 2 fois, tu passes à côté 3 fois, c'est fini, ta saison elle est morte. T'es plus dans les plans, c'est fini. Surtout en top 14. Surtout en top 14. Et derrière, la saison d'après, ils ont recruté quelqu'un d'autre. Et derrière, le mec, lui, il est au niveau, et point barre. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Toi, t'es du genre, je l'accepte parce que ça fait partie du jeu. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut. De toute manière, t'as 2 solutions. Soit tu l'acceptes pas, et tu te résignes, tu te mets un peu dans ton coin, tu fais la gueule, tu parles pas, et ton niveau il va continuer à baisser, et en fait c'est un gouffre, et tu continues à tomber plus bas. Soit tu l'acceptes, et tu te dis ok, la seule solution pour sortir de ça, c'est de travailler, de montrer à l'entraînement que je me suis trompé mais j'ai le niveau. Petit à petit, ben, la confiance elle va revenir, et les bonnes performances elles vont revenir. Ça va pas être facile, on va plus te mettre dans des conditions parfaites, mais il faut être prêt à ça. Un jour ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai eu une saison post-finale justement où ça a été compliqué, ou peut-être de ma faute, ben justement avec un peu moins de maturité, j'ai pris des matchs un peu plus à la légère, etc. Et ben, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, tu passes à côté, et merci, au revoir. Il a pas le temps, le rugby, il t'attend pas, hein. Il t'attend pas. Donc, si t'es pas au niveau, il y en aura un autre qui sera au niveau, hein. T'inquiète pas, hein. C'est pas... Et donc après, c'est toi-même. Est-ce que tu rentres chez toi en te regardant dans une glace? J'ai fait tous les efforts que j'ai pu pour jouer ce week-end. Ma muscu, je l'ai fait à 100%. Mon volume, mon entraînement, je me suis envoyé à 200%. Tout ce que j'ai fait, ben, je l'ai plutôt bien fait. Je joue le week-end, tant mieux, je suis heureux. Et du coup, je suis prêt parce que je me suis entraîné dur. Je joue pas le week-end, je vais recommencer la semaine prochaine. Et on va me donner ma chance un jour, et je serai prêt pour saisir cette chance-là. C'est ma mentalité, mais c'était pas ma mentalité d'il y a à l'époque. C'est via un peu mon expérience, maintenant c'est quelque chose qui est très dur à faire. Attention, parce que quand t'es dans la tournante, dans la tournade, et que ça tourne pas comme tu veux que ça tourne, et que des choses que tu penses savoir faire, tu sais plus les faire, parce que t'as plus la confiance, parce que etc. C'est très dur. C'est très dur, mais t'as qu'une seule solution. Enfin, moi, je crois qu'au travail et à la persévérance, et un jour, ça va tourner, quoi. Et du coup, tu vas être au niveau, ton niveau, tu le perds pas. Moi, c'est ma mère qui me disait ça. J'ai douté pendant plusieurs mois, et elle me disait, mais t'as eu un niveau. Tu l'as pas perdu du jour au lendemain, ça s'est pas perdu du jour au lendemain. Oui, il y a de la confiance, oui, il y a quelque chose qui va pas, mais ça va tourner, entraîne-toi. Mon frère aussi, il m'apporte une exigence au quotidien, où je l'ai au téléphone souvent. Est-ce que tu as fait plus que les autres? Est-ce que tu t'entraînes plus? Est-ce que tu es resté plus longtemps le Vézou? Est-ce que tu as fait ta récupération?
Et du coup, c'est un peu chiant, un peu redondant, mais du coup, je le fais, quoi. J'essaie de le faire le plus possible. Bien sûr. Croire en toi jusqu'au bout. Tu vois, j'ai une image comme ça qui a rien à voir du tout, qui est au foot avec Mbappé au Real, tu vois, qui est arrivé et qui a pas planté un but. C'était ultra compliqué. Il s'est pris les critiques du monde entier. Et puis là, au niveau du foot, c'est encore plus gros. Puis là, maintenant, il plante des buts et tout le monde l'a dit. Et en fait, ouais, je me dis que cette phase-là où il y a la planète entière qui est contre toi, qui te critique, garder confiance en soi à ce moment-là, c'est là que c'est difficile, hein. Ouais, après moi je suis pas très médiatisé, donc Oui. j'ai pas eu ce poids-là des médias. Maintenant, c'est ce qui m'a affecté le plus, c'est déjà de pas jouer le week-end, parce que voir regarder les autres, enfin moi je vis pour l'adrénaline du match. Il y a rien qui remplace ça dans ma vie. Je suis très heureux sans le rugby aussi, mais le samedi, quand j'arrive, le samedi, cette excitation-là, ce truc-là, c'est ce qui me rend heureux et c'est ce qui fait que j'ai le sourire. C'est dur. Des fois, j'en souffre parce que les matchs ils sont durs et physiquement, des fois, le lendemain, c'est dur. Mais par contre, c'est ce qui m'anime vraiment. Donc déjà, il y a ça. T'as le regard de tes coéquipiers aussi. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Les mecs, ils te regardent, mais tu sens dans leur regard que t'es plus concerné, quoi. T'es plus la personne avec qui ils veulent jouer. Et ça, c'est dur à accepter. Et après, t'as le regard aussi de ta famille. Et moi, j'accorde énormément d'importance à ma famille aussi. Et voir que tu les déçois, voir que t'es pas au niveau où ils attendent, etc., c'est dur. Même s'ils t'aiment toujours, hein, parce que Bien sûr. un frère, ça reste un frère, un fils, ça reste un fils. Mais voilà, voir que tu lâches le truc, ça les déçoit et du coup, voilà. Donc, moi, je sais que je suis prêt à... Ça aussi, c'est une chose, l'expérience m'a montré que j'ai pas assez profité du moment où t'es en haut. Parce que quand j'étais en bas, ça a été très dur. Donc le jour où j'arrive à sortir cette tête de l'eau, vraiment complètement, et que j'arrive à, j'en profiterai au maximum. Quand t'as des victoires, quand t'as des, on a eu la chance de faire une saison exceptionnelle. Tu finis premier, je vais au Stade de France et tout, et c'était presque la normalité pour moi. Parce que ça arrivait un peu tôt. T'es dedans et T'es dans le truc et puis, tu vois, j'avais 22 ans, je sortais des sélections équipe de France, champion du monde, etc. Tout s'enclenchait assez naturellement. Donc, t'arrives au Stade de France, tu te dis, ouais, c'est super, ouais, c'est magnifique, c'est le rêve, c'est trop bien et tout. Mais j'en ai pas profité comme j'aurais aimé en profiter. Être un peu finalement. plus dans l'instant présent. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis OK avec ça. Je sais que les moments de gloire ne sont pas éternels. Il faut en profiter au maximum. Et les moments où ça va être un peu plus dur, mis à part le travail, je m'en sortirai que par le travail et montrer que j'ai plus faim que lui. C'est un bout de viande. Il y a un bout de viande au milieu. Faut montrer que tu as envie de le manger, le bout de viande. Et en te concentrant sur ce que tu maîtrises. Et en te concentrant, voilà. Juste ce que tu maîtrises. Les choix du coach, tu les maîtrises pas. Est-ce que tu conviens à ce coach-là? Est-ce que ce coach-là, il aime bien comment tu joues? Tu ne maîtrises pas, tu sais pas. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir et ça t'appartient pas. Et puis, ça veut pas dire que t'es un bon ou t'es un mauvais joueur. Exactement. C'est juste que tu rentres pas dans ses plans. Mais donc t'as quoi? Soit tu t'arrêtes et tu travailles plus et tu marches à l'entraînement et voilà. Et en fait, tu lui facilites la tâche au coach parce que du coup, c'est facile. T'es plus au niveau. Soit tu continues de travailler, tu bien sûr. tu n'arrives ta faim et t'essaies de faire changer d'avis. Il y a que ça. Il y a que ça. De toute manière, il y a que ça. Puis, tu vois, je crois qu'il y a un contexte aussi autour de tout ça. Toi, La Rochelle, quand ils ont perdu cette finale en top 14 à la dernière minute contre le Stade, c'est beaucoup plus compliqué. Vous, cette année-là, quand vous perdez contre la MHR en finale, l'année d'après, elle est très compliquée. Mais toi, pour le club, finalement, des joueurs qui ferment moins, Pierre-Henri Brancan, le discours passe un petit peu moins. L'équipe de France, après cette Coupe du Monde en 2023, tellement... toi, c'est presque dramatique, tu vois, c'est presque un drame. Parce que tu le prépares depuis 4 ans. L'année d'après, c'est compliqué. Et puis là, tu sens que c'est relancé, mais t'as presque fallu 1 an. Alors, que tu parles, on parlait avec Julien de deuil, tu vois, ou de comme ça, je pense qu'on parlait de trucs, des choses que tu peux pas trop quantifier. Là, je trouve que psychologiquement, on n'arrive pas encore à quantifier ça, à dire, ok, comment on digère un tel échec, d'être monté tellement haut et d'être tombé à rien. C'est tellement dur que je pense que ça affecte mais tous les joueurs qui deviennent moins bons. Ça affecte le discours, ça affecte tout. Je sais pas quelle est ta vision là-dessus. Ma vision, c'est que tu t'aperçois que tu tombes une fois que t'as recommencé à remonter, que t'es tombé.
quand t'es dedans, tu t'aperçois pas que tu fais des mauvaises performances, tu t'aperçois pas que ton groupe il est en train de pourrir, tu t'aperçois pas que ta stratégie elle est plus bonne, que ton discours il est plus bon. Tu t'en aperçois que après, quand soit ça va mieux, soit il y a une cassure, quoi, il s'est passé quelque chose. Et c'est dur à prendre du recul, c'est dur à quand t'es en haut, tu te dis on est encore en haut, c'est bon. Et en fait, non, tu dégringoles petit à petit. Après, il y a une chose aussi qui explique que quand t'es en haut, t'as tendance à moins bosser, moins travailler, à moins avoir envie, à moins être un peu ce que j'appelle chien, moi. Quand t'es en haut, qu'on t'a donné, que t'as mangé, t'es rompu, tu travailles moins. Quand t'es dans le dur, que c'est compliqué, t'as faim, tu vas chercher. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et finalement, c'est tout ce cercle vicieux ou vertueux où sans t'en rendre compte, en fait, ça monte petit à petit ou ça C'est ça. descend petit à petit, ouais. Moi, là où je suis forcé de reconnaître que c'est quand même grand, c'est nos ennemis toulousains, ce qu'ils réalisent quand même saison après saison. Ils ont des défauts, mais c'est quand même costaud. Garder de l'émulation, garder de cette dynamique, c'est fort. Continuer de gagner quand t'as gagné déjà, et regagner encore, c'est très fort. Et ça, et pour qu'un castré dise ça, c'est dur. Mais forcé de constater Ouais, que c'est le cas. c'est nos plus grands ennemis, mais c'est bien, ça nous challenge aussi parce que du coup, ça nous fait des matchs de haut niveau et allétants pour tout le monde, donc ça nous met au niveau. Ouais. Avant de passer aux skills, tu as eu au début une relation un peu compliquée avec l'équipe de France senior où tu as eu 2 presque passages manqués où tu es sélectionné pour les tournées et puis finalement tu te blesses. Je crois que c'est 2021 et 2022 pour finalement être sélectionné là sur la tournée d'été 2024. Comment tu le ressens ce parcours avec l'équipe de France masculine? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te challenge? Tu as envie d'aller chercher ces sélections? Oui, bien sûr que c'est un objectif, clairement. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis presque un peu maudit avec l'équipe de France dans Ouais. le sens où j'ai la possibilité d'avoir ma première cape en Australie. Le match il est le samedi, je me blesse le jeudi. Je prends un pet à la Crétillac et je peux pas jouer, c'est impossible. Du coup, le train il passe une fois. J'ai la possibilité de partir après cette saison où on est premier, de partir au Japon pour, je pense, jouer et être pas loin d'être un titulaire de la tournée. Et on va en finale. Donc c'est quand même une super expérience, etc. Mais du coup, Sans les finalistes. voilà. Et donc du coup, ça enlève. Parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, la tournée d'été commence alors que le top 14 n'est pas terminé. C'est ça. En tout cas, les phases finales. Et du coup, ceux qui sont en finale ratent la tournée. Voilà, les finalistes sont pas pris pour la tournée. Donc du coup, c'est un train qui passe à nouveau. Ensuite, j'ai eu peut-être, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois des blessures où je suis appelé le lundi pour aller en équipe de France. Le match il est le samedi, je me blesse le samedi. Enfin, en gros, juste avant d'aller en équipe de France, quoi, pour le lundi d'après. La semaine d'avant, quoi. Je me blesse et tu te dis, il y a peut-être un truc mental, quoi, tu vois. Il y a peut-être une croyance limitante ou je sais pas trop, je suis pas trop dans ça, je suis pas bien renseigné dans ça, mais il y a peut-être, j'en ai discuté avec un prépa mental parce que pareil, ça m'est arrivé là, j'ai prolongé avec Castres pendant 3 ans et je prolonge en gros en début de semaine, le mardi ou le mercredi, je sais plus. Match contre Toulouse justement le samedi et je me blesse à la cheville. Souvent c'est la cheville. Pourquoi? Comment? Il y a une explication. C'est que via le prépa mental Christian Ramos, j'en ai discuté avec lui parce que j'avais un besoin de discuter sur ça. Je travaille pas avec lui au quotidien, mais sur ça, j'arrivais pas à comprendre pourquoi quand j'avais le Graal juste là, et je me blesse, quoi. Pourquoi? Et en plus de ça, on peut pas dire que c'est de ma faute ou quoi que ce soit parce que c'est pas des déchirures, c'est pas des trucs que tu peux maîtriser. La cheville, elle tourne, c'est comme ça. Je prends un pet à la Crétillac, le bleu, il est là, il m'empêche de jouer. C'est pas des choses que je peux maîtriser. On peut expliquer ça. Après, il y a plusieurs explications, mais on peut expliquer ça par l'aspect mental et le fait d'avoir envie
de montrer aux autres que je mérite ça. Dans le sens où je vais en équipe de France, je vais m'engager plus que je devrais m'engager pour montrer aux autres que j'ai le niveau équipe de France. Pas à 100%, t'es à 101, 102, et là tu te mets dans une zone un peu dangereuse. Inconfort et blessure. C'est ce qui est ressorti des discussions avec Christian. Et ça fait sens. Toi qui, tu nous l'as dit juste avant, accorde de l'importance à ce que les gens autour de toi te respectent, surtout tes coéquipiers, exactement. Gagner leur respect, leur confiance. Donc ça a du sens. Ça a du sens, voilà. Après, comment le maîtriser, je sais pas comment je pourrais le maîtriser. Mais bon, on verra. Mais déjà, peut-être l'accepter, le savoir. Peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses qu'on contrôle pas forcément. Le verbaliser, je pense que c'est une énorme partie du chemin. C'est une énorme partie du chemin. Donc, on verra. J'espère que les prochaines fois où ça arrive, ce sera de bon augure. Mais voilà, pour revenir à l'équipe de France, pour le moment, ça me sourit pas. Après, je me dis que le train est passé une fois, 2 fois, que ça commence à faire beaucoup, mais que je continue à travailler, je lâche pas. Et le jour où je l'aurai, ça sera encore plus beau parce que je le mériterai vraiment. Ouais, bien sûr. Ça a été sans arrogance. Ça s'est toujours plutôt bien passé pour moi et j'ai de la chance que j'ai réussi à être pro, j'ai réussi à jouer en pro. Et en fait, c'est ce truc-là que j'arrive pas à avoir, qui me frustre, mais qui te motive aussi. Qui me motive aussi. Voilà, exactement, t'as tout dit. Complètement. C'est ultra intéressant et je pense que surtout toi d'avoir le recul de se dire c'est aucunement de ma faute, j'ai rien fait de mal mais pourtant ça pète. Faut se dire attends, ça fait quand même 2-3 fois, mettre le doigt sur, tu vois, cette espèce d'auto-évaluation, auto-jugement, de dire attends, c'est quand même bizarre là, 2, 3, 4 fois, de dire OK, attends, je vais aller chercher de l'aide à l'extérieur, chez des gens compétents. J'adore ça, tu vois, et c'est-à-dire que tu es vraiment dans une optique de progression step by step à chaque fois et mais ça depuis tout jeune, ça, je me rappelle, je signe mon contrat aussi, mon premier contrat espoir à 16 ou 17 ans. Je signe le mercredi. Le samedi, je joue j'étais en Crabos encore. Je joue en Crabos, pété, blessé. Là, je signe 3 ans, c'est une fierté, c'est beau. À la fin de ce contrat-là, j'aurais fait 8 ans dans ce club. J'espère que ce sera pas tout. J'espère continuer et marquer vraiment le club. J'ai envie de ça. Et donc, pour avoir l'opportunité, la possibilité et de voir que le club me fait confiance, j'ai envie de le rendre 10 fois plus, quoi. Mais tu vois, ça, c'est pas automatique, hein. Il y a plein de gens où la signature d'un contrat pro, c'est le début de 3 années de tranquille où je suis assuré et je suis bien et je vais pouvoir me détendre. Toi, c'est justement une pression supplémentaire pour gagner le respect de ce qu'ils viennent de te donner. Ah ouais, mais moi, j'ai vraiment pas cette philosophie-là j'ai 3 ans tranquille. Au contraire, on a investi sur toi pendant 3 ans. Là, va falloir montre-nous, voilà, assume et montre-nous que tu es capable de remplir tes tâches et tes objectifs. Et la difficulté pour toi, ça va être de justement te dire que ça change rien à mon quotidien, donc je change rien dans mon approche et aborder un entraînement à Marcoussis comme tu le ferais au Levezou, quoi. C'est ça. Facile à dire. Facile à dire. Sauf que voilà, c'est pareil. Toute l'équipe de France, le contexte autour de l'équipe de France aussi, c'est le Graal, c'est tout. C'est le magnifique, quoi. C'est le plus beau truc. Mais toi, je pense que il y a beaucoup de superlatifs. C'est sûr. Mais justement, je pense que quand tu vois Peato Mouvakar, qu'il le prend avec énormément de respect, mais avec une liberté complètement, qui après en conférence de presse se dit, si je tente pas ces gestes, c'est que je suis pas moi. Toi, il faut pas non plus que ce cadre magnifique et sublime, il te restreigne, tu vois, Mais moi, je suis admiratif de ces joueurs-là. Incroyable, hein. Parce que je peux pas être dans ça. Et on parle pas des Fidjiens. Et on parle pas des Fidjiens qui ont encore une mentalité, bien sûr. Mais c'est un peu une mentalité fidjienne où les Fidjiens, ils sont là. Profitent. On va parler d'instant présent, là. Voilà, exactement. Moi, en fait, je suis pas dans ça parce que peut-être que depuis tout petit, je rêve de ça et que peut-être que depuis tout petit, ça m'a... ce que je vis aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et du coup, j'ai conscience que c'est exceptionnel, donc je dois pas passer à côté. C'est pas lambda, c'est pas normal. Et je dois pas passer à côté.
et parfois tu passes à Ouais, côté. ouais. Moi, ce que j'adore avec le sport de haut niveau, tu vois, parce que là, c'est des réflexions qui traîneront sur toute la vie, tu vois. C'est vraiment des choses. Et le sport de haut niveau, il met tout ça à son paroxysme, tu vois. Tu vois, tous les états, tu vis une vie enfin, tu vis 10 Ah 000 oui, vies en 5 ans, tu vois. C'est complètement dingue. Et c'est la beauté, je trouve, du sport de haut niveau. Et ah centre. oui. Vas-y. Je rebondis sur ça, je te coupe, mais Hugo Bonneval, j'ai entendu Hugo Bonneval dans un podcast qui disait comme tu peux pas savoir la sensation qu'il y a quand tu rentres sur le stade de France, par exemple, 80 000 personnes qui t'acclament. Cette sensation-là, ce sentiment-là, et dans aucun métier du monde, personne peut le comprendre, mis à part les sportifs de haut niveau. Et ma femme au quotidien, elle peut pas le comprendre. Bien sûr. Elle peut pas le comprendre, elle peut pas savoir. Sûr. Donc, c'est d'ailleurs une des problématiques sur la gestion de l'après-carrière. Quand tu as pu quand t'as plus ça, il faut trouver quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Un autre projet. Vite, rapidement. On passe aux skills. Sinon, je vais rater mon avion. Pas de souci. Mais la discussion est tellement cool qu'on part dans tous les sens. J'adore. T'es un deuxième ligne ultra complémentaire. Tu vois, il y a une anecdote. Hier, du coup, je te disais, j'ai enregistré avec avec Bruno, le kiné du stade, et j'ai croisé Clément Verger. Ah ouais, ok. Qui était dans les bains froids. On s'est dit bonjour et je lui dis que j'enregistre avec toi. Et du coup, on discute 2 secondes. Et il dit ouais, bah même problématique. J'ai dit ouais, c'est vrai que c'est des profils tellement complets. Ils peuvent jouer 4, ils peuvent jouer 5. Très combattants, gros volume. Tu vois. Et en même temps, t'es pas genre un mec ultra aérien comme un Flamand, tu vois, qui va tout. Un méa fou qui est genre surpuissant à Skelton. Et finalement, t'es entre les deux. Et est-ce que c'est dur d'avoir ce rôle de joueur mixte? Tu vois un petit peu ce que je veux dire? De profil un peu. Ouais, bien sûr. Tu me décris très bien. J'accepte la description, t'inquiète pas. Mais c'est ouais, mais après, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et le physique qu'on m'a donné, ben, il m'a permis déjà d'arriver à là où je suis aujourd'hui et je suis hyper reconnaissant. Maintenant, j'aurais préféré, c'est sûr, faire 30 kilos de plus et dans ce cas-là, j'aurais un registre différent. Peut-être que tu n'aurais pas ce volume aussi de jeu. Mais voilà, peut-être que j'aurais pas ce volume-là. J'accepte ce que je suis. Ça me frustre pas plus que ça. Maintenant, j'essaie d'avoir des qualités, des points forts et d'exceller sur cela, quoi, de me concentrer vraiment sur ça. Voilà, comme on en a discuté tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir des points forts et des qualités et c'est ça. Une de tes qualités principales, on en a parlé, c'est ce volume de jeu. J'ai une image essai contre le MHR. Il me semble que c'est l'année dernière. Ouais, Ils sont vraiment pas bien. L'année dernière. Hein, où tu marques, et du coup, je rembobine l'action, et en fait, tu fais 6 déblayages de ruck avant. Oui. Tu conserves, à la conserve, à la conserve, à la conserve. À chaque fois, c'est le temps d'après. Hein. Donc, t'es premier relevé, premier au soutien. Et après, tu viens circuler. T'es le premier à circuler dans le sens pour aller faire une course rentrante et marquer cet essai. Et là, je me dis, ce volume, tu fais 7 actions différentes de jeu en l'espace de 25 secondes. Quel volume! Quel volume! C'est quelque chose que tu as toujours eu, que tu as travaillé ou c'est ton passé de 8 C'est quelque chose que j'ai toujours eu. C'est une qualité pour moi. Ouais. Maintenant, moi, je sais que si physiquement, je suis pas au top, je suis pas bon. Il y a tout ton jeu qui est empathie. Tout mon jeu empathie. J'ai besoin d'être physiquement prêt, d'être mentalement prêt aussi, bien sûr. Mais physiquement, je sais que j'ai besoin d'être prêt. Donc, c'est pour ça que, moi, pendant les vacances, je vais pas couper à 100%. Je vais quand même courir. Je vais quand même faire un truc cardio, du vélo, pour garder ce côté cardio-là. Tout ce qui est musculaire, un peu moins. Je peux le perdre, le rattraper assez rapidement, ça m'impacte pas. Mais tout ce qui est cardio, effort intensif, monter dans les BPM, dans les rouges et tout ça, déjà, ça me plaît, premièrement. J'adore. Mais en plus de ça, j'ai besoin de ça dans mon jeu. Et en fait, ma limite, elle se pose à ma condition physique. Si physiquement, je suis pas au... C'est pour ça que toi, particulièrement, une blessure va t'affecter beaucoup parce qu'après, tu vas perdre le rythme. Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de jouer tous les week-ends parce que tu prends le rythme et tu prends l'intensité. Et du coup, plus je joue, plus je me sens mieux et plus je suis bon, performant. Moi, ma condition physique, elle est très, très importante sur mon jeu.
Ouais, ultra intéressant. Parce que justement, j'ai pas de super pouvoir, de offload, de touche. J'ai pas de mon super pouvoir entre guillemets, c'est juste activité, multiplier les efforts. Il y a une phrase à Castres, on doit exceller là où on doit exceller là où ça ne nécessite pas de talent. Et je trouve que cette phrase, elle me décrit à 100%. Ouais, tout le travail invisible, tout le travail de l'ombre. On doit être le meilleur. Et je dois être le meilleur. Ça a du sens, surtout que cet énorme cardio, il te permettrait peut-être d'être quand même un X-Factor, parce que tu vois, j'ai 2 images où je crois que c'est 2 fois Nakosi d'ailleurs qui te décale, une fois à Biarritz, je crois, à l'intérieur, Ouais, là, c'est ça. et une fois contre La Rochelle aussi. Contre La Rochelle, Ouais, c'est voilà, ça. Ou 2 fois en fait, c'est beau Titou. Ou 2 fois t'es là, t'es soutien intérieur. Ouais, quoi. au soutien. Après des échanges de jeux au pied, ou rien, et c'est toi premier soutien intérieur. Ce qui est quand même dingue pour un deuxième ligne, mais ça peut devenir un super pouvoir si tu te mets à marquer quelques essais Bien sûr. en soutien sur des actions un peu de chaos désordonnées. Ben ouais, bien sûr. Après ça, c'est à cette époque-là, Nakosi, c'était X-Factor mais fois 1000. Il a été au-dessus. C'était incroyable le nombre de plaquages qu'il cassait. Donc quand il avait le ballon, je savais qu'il allait casser le plaquage, donc j'anticipais direct. Je courais direct à intérieur pour être placé intérieur. Mais plusieurs fois, il m'a resservi intérieur cette saison-là. Et quand tu connais les mecs avec qui tu joues, ben, j'essaie de réfléchir, d'anticiper pour être placé au bon endroit. Alors des fois, il se faisait plaquer et du coup, ben, j'étais plus dans l'action. Mais quand il se fait pas plaquer et qu'il casse le plaquage, ce qu'il faisait 8 fois sur 10, ben, j'étais intérieur et j'étais au soutien. Ouais. Mais ouais, bien sûr que le cardio, c'est hyper important. Il y a un autre lien où c'est dur parce que j'aime la vie, mais c'est mon poids. Et je sais que moi, mon poids, c'est très important. C'est très compliqué parce que j'aime bien manger, j'aime bien vivre les repas conviviaux avec les amis, etc. Bon, une goutte de vin, ça me plaît, mais je suis obligé de restreindre parce que j'ai tendance à prendre du poids rapidement, très rapidement. En une semaine, je peux prendre 2-3 kilos. En un mois de vacances, les 5 kilos, c'est facile. Mais je connais le Fat Club alors. Voilà. Donc du coup, ce poids, ce poids-là, je dois le réguler, je dois faire attention. Et au plus je vais dans l'âge, au plus j'arrive à le maîtriser. Par le passé... Du coup, tu sens un impact direct entre les 2 kilos que tu as pris et... Sensationnel. Incroyable. Ah ouais, à ce point-là. Déjà, après, moi, sur le terrain, j'aime pas subir. J'aime pas être... tu veux être lucide. Je veux être... Au-delà d'être lucide, j'ai pas envie d'être comme ça, les mains sur les genoux. Je vais le chercher. Parce que je vais dans le dur, mais il faut que ça soit le plus tard possible, quoi. Et si à la 15e minute, je suis déjà les mains sur les genoux, comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, avec le poids, c'est très important. C'est un paramètre à réguler. Et j'ai la chance d'être bien entouré et ça peut être sévère parfois parce que par moments c'est chiant, mais je suis très suivi à Castres et on accorde beaucoup d'importance à ça. Bien sûr. Autre chose, l'impact avec qui tu formes cette paire de deuxième ligne, quel impact ça a? J'ai une interview de toi qui dit que, je crois que c'est quand Stanislas se blesse, tu dois pas mal t'adapter à son jeu pour rendre le collectif meilleur quand il est là, et parfois même au détriment de ta performance personnelle. Explique-nous un peu. Je suis un joueur d'équipe, je joue pour l'équipe, je joue pour gagner. Ma performance, elle passe après la victoire. S'il faut, pour gagner, que je fasse 50 rucks dans l'action, et c'est pas ce qui est relevé par les supporters, par les médias. Les sélectionneurs, oui, parce qu'ils vont quand même regarder, ils connaissent un peu plus, mais par le grand public, je dirais. Ben, je vais le faire, et c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de lumière ou quoi que ce soit, je suis très heureux comme ça. Je sais ce que j'apporte à l'équipe. Donc voilà, oui, bien sûr, Tom Steinfort portait énormément le ballon. Il le faisait bien, plutôt bien. Donc du coup, moi, je me mettais à son soutien. Je rendais les rucks le plus fluide possible pour qu'on mette de la continuité au jeu. On avait trouvé un équilibre comme ça. Il était heureux, je lui laissais ses ballons.
J'étais heureux parce qu'on gagnait, et point barre. Finalement, ça rejoint le même débat qu'on avait avant avec Raizuke qui a utilisé parce que c'est sa force, Nakosi parce que c'est sa force, Stani Force parce que c'est sa force, et toi, t'as ta force, c'est le volume, donc exactement. Ça rentre dans les cases. Exactement. Nakarawa, quand je joue avec lui, je sais qu'il y a certains ballons qu'il faut que je prenne moi, parce que c'est pas les plus beaux et c'est pas ceux qui l'aiment, mais par contre il y a des ballons où je vais lui laisser quand il y a un peu plus d'espace, et il a des mains incroyables et un talent incroyable, un don incroyable. Donc quand je joue avec lui, ces choses-là, je vais faire. Quand je joue avec lui, je vais beaucoup plus défendre parce que c'est un peu moins sa force, et que je vais compenser ça pour l'équipe. Il n'y a pas de souci. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour que Nakarawa brille, il faut qu'il soit dans les espaces libres, et du coup il peut pas être dans le ruck. Voilà. Et du coup faut bien que quelqu'un y soit pour libérer, et c'est pour l'occurrence c'est toi. C'est ça. Et puis aussi Nakarawa, s'il fait 25 plaquages et 25 rucks, je suis pas sûr qu'il a la lucidité de faire l'offload correctement pour aller nous faire marquer. Donc il le fait pas, c'est pas grave, moi je vais le faire. C'est parce que le grand public va relever. C'est pas grave, je m'en fiche. Moi, je sais ce que j'ai fait, et les connaisseurs du rugby le savent exactement. Après, moi, j'adore jouer avec Guillaume Ducat parce qu'on est très complémentaires. Déjà, on s'entend très bien en dehors du terrain, c'est quand même une force, mais on est très complémentaires où en fait, personne n'a vraiment de point fort par rapport à l'autre ou quoi que ce soit. Et en fait, prends tes ballons, je prends mes ballons, respectons le système de jeu. On joue le jeu qu'il y a devant nous. Joue le jeu qu'il y a devant nous, et c'est tout. Il y a personne qui doit s'adapter à l'autre. Voilà. Et ça, c'est super. Voilà. C'est super aussi. Mais bon, voilà, moi, je suis prêt à m'adapter aussi avec le mec avec qui je joue. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que pour le collectif, c'est une force. Tant que je joue, je suis heureux. Ouais, je comprends tout à fait. T'aimerais bien t'orienter en étant plus spécifique au 4 ou au 5. Là, plus tu prends de l'expérience. Plus je prends de l'expérience, plus je me dirige vers le poste de 5 plutôt. Parce que en mêlée, déjà, je me sens mieux. En fait, il y a une petite différence où il y a un peu plus de pression en 5, c'est un peu plus dur parce que... Pour ceux qui voient pas, pour remettre le contexte, les mêlées sont forcément décalées, et quand t'es 5, t'es derrière le pilier droit et le talonneur, donc t'as la pression des 2 joueurs devant toi que tu dois presque subir, et du coup c'est pour ça que c'est souvent les gros physiques qui sont dans cette position-là, des Meafou, des Skelton, et voilà, des exemples. Et après le profil numéro 4, il a juste entre guillemets, parce que la mêlée est décalée, le pilier gauche à gérer, et du coup c'est souvent des profils un peu plus aériens, et je trouve que de plus en plus, tu me dis si t'es d'accord, il se troisième lignise ce poste, on l'a vu avec Roumat maintenant qui occupe le poste de 4, voilà, donc de plus en plus des profils aériens, longines, vraiment manière de ballon en 4, et de plus en plus des profils forts en 5. Donc toi tu te diriges tout doucement vers le 5. Ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le rugby il évolue, et le poste de deuxième ligne évolue aussi. À l'époque on avait 4-5, c'était à peu près pareil, les gabarits c'était plus ou moins pareil. Maintenant, c'est vrai que le 5, c'est le gros, costaud, immense, impressionnant. Et le 4, longiligne, qui saute en touche, qui peut jouer troisième ligne aussi. Aujourd'hui, on fait ça. Moi, la touche, ça sera jamais un gros point fort. Je serai jamais je pense pas être un leader de touche. Donc, du coup, je me dirige plutôt vers le poste de 5. Après, il y a une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, le staff de Castres, et notamment Xavier, et j'en suis hyper reconnaissant, essaye de m'utiliser la manière où je suis le meilleur, c'est-à-dire soit en relais, soit dehors avec les 3/4. Et ça, c'est hyper bénéfique pour moi. Je prends beaucoup de plaisir à toucher du ballon, à avoir des bonnes lignes. Xavier, c'est Xavier Sadourny. Oui, Xavier Sadourny. Donc voilà, aujourd'hui je suis utilisé plutôt après la touche, et ça me correspond plutôt bien, je me sens bien, je pense avoir de bonnes lignes, tu portes le ballon, tu fais les points de fixation, j'aime bien, j'aime ça plus que la touche. Ouais, après voilà,
il y a en fonction des compositions, en fonction de avec qui je joue en troisième ligne, je vais rentrer dans la touche et je vais faire mon job, il y a pas de souci. Je ferai ce qu'on me dit de faire, mais je serai jamais excellent. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'en effet, parce que toi, au final, c'était plutôt tendance 4 parce que tu viens de 8, tu vois, tu as joué 8, Ouais. plutôt 4. Et finalement, maintenant que c'est vraiment. Je pense qu'on verra plus tes qualités premières au poste de 5 qu'au poste de 4. Ouais, ça paraît intéressant. Mais en même temps, n'importe quel top 14 voudra quand même toujours un espèce d'énorme monstre en 5 pour gagner la ligne d'avantage quand il y a le jeu est complètement arrêté. Donc, ouais, c'est la. C'est ça, mais après, ça dépend, ça dépend des systèmes de jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, nous, on a Papali, Oui. qui est très bon dans ça. Donc, finalement, si t'as Papali et que t'as Mafou dans la même équipe, c'est 2 mecs avec le même registre. Et du coup, peut-être que ouais, tu vas casser des bouches, mais il y aura des espaces ailleurs parce que ces mecs-là, ils sont moins coureurs, moins mobiles. Donc, je pense que c'est des équilibres à trouver. Même avec la troisième ligne, du coup. Même avec la troisième ligne. 6, 7, 8. Voilà, c'est des équilibres à trouver pour que tout le monde se compense et que tu sois sur le bon fil, quoi. Complètement. Je pense. Complètement. Et puis après, ça dépend aussi de la stratégie que l'entraîneur. On parlait de possession ou de dépossession. Bien entendu. Et là, d'autant plus, quoi. D'autant plus. Bien entendu. Sur quoi tu travailles là, aujourd'hui, en ce moment? Je te parle pas du contenu collectif, toi en individuel. Sur quoi tu travailles en termes de skills, vraiment, que tu essaies de progresser en ce moment? Pour moi, du coup, sur mes 3 points forts, pour moi, c'est le combat, l'agressivité, l'activité, comme on en a parlé. Ouais. Et après, j'essaie d'être le meilleur possible en défense. Pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, tout d'abord. Et c'est quelque chose où je veux exceller. Donc, je travaille la défense. Comment je travaille la défense? Forcément, dans le collectif, je mets des focus sur ma défense. Je prends des risques à l'entraînement. Des fois, je vais me faire baiser. Parce que je suis monté plus fort que d'habitude, etc. et je me fais baiser. Ça m'arrive. Donc ça, c'est une première manière de bosser en temps réel sur les entraînements. Ouais, c'est intéressant. Là. Tu te mets en danger à l'entraînement. Tu te dis, mettre en danger plutôt que d'assurer, de faire comme d'habitude, je vais tester la limite pour voir si ça passe ou pas. Exactement. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est une super mentalité. C'est dur à faire parce que tu te dis, tu mets limite ta poste pour le week-end un peu en danger. Parce que si tu fais 3-4 fois à la mise en place, c'est que... Oui, bien sûr. Mais c'est bien. Bien sûr, mais c'est comme ça que je progresse. En fait, c'est des sensations et je pense que c'est des banques d'images que tu as en tête. Cette situation-là, je l'ai déjà eu à l'entraînement. Du coup, en match, je sais comment réagir et c'est instinctif et je vais le plus rapidement possible. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Après, sinon, tout ce qui est exo sur bouclier avec placement de l'appui, placement de technique de plaquage pur et dur avec bouclier, bien passer en dessous. Voilà, ça, je le fais après l'entraînement. Mais honnêtement, on a un staff et notamment Stidas, notre entraîneur de la défense, qui nous fait très très bien bosser et avec qui on arrive à se développer. Enfin, moi personnellement, j'arrive à énormément me développer dans l'entraînement. En fait, j'ai très peu besoin de faire. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom complet? Steven Stefano. Qui s'occupe un peu des skills. Skills défense et défense en fait, défense globale et skills défense. Et en fait, dans l'entraînement, on a des exercices pour bosser le skills défense, par exemple. Donc j'ai pas besoin ou très peu, je vais le faire, mais ça m'arrive rarement quand même de rester longtemps après l'entraînement pour bosser technique de plaquage, etc. Je vais le faire, ça m'arrive, mais de manière générale, je l'ai assez bossé dans l'entraînement. On a 1h30 à balle réelle et je le fais pendant cette heure et demie là. Voilà. Après, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la récupération aussi, tout ce qui est bain chaud, bain froid, massage, sauna, tu vois, bien dormir, bien manger. Donc, du coup, je bosse ça aussi un peu, ça fait partie des skills, quoi. C'est mes skills aussi. Mais sinon, moi, défensivement, ouais, je te dis, exo pur et dur, plaquage, placement d'appui, tu montes les intensités. Après, tu peux mettre des contraintes en fonction des matchs, de l'enchaînement des matchs aussi. Tu peux mettre des contraintes de navette au milieu pour retrouver cet aspect fatigue, sous fatigue, comment tu vas réagir. Prise de décision. Faire ton geste technique sous fatigue. Sous fatigue, parce que c'est très facile
beaucoup de joueurs, sans fatigue, sans rien, ont le bon placement, le bon truc. Mais quand en match, t'es fatigué, quoi. Ouais, t'es oxy à la 70e, t'es tout préparé, tu t'envoies, et puis en plus, pas de chance, c'est un peu plus le chaos, et le mec, il a pas juste un bouclier, il te fait un step de l'autre côté au dernier moment. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'aime bien. Mais c'est pareil, ça, tu peux pas le bosser quand tu joues tous les week-ends et que t'as fait déjà 8 matchs, 8 ou 9 matchs, un bloc de 8 ou 9 matchs. T'arrives à la fin du bloc, t'es cramé, donc j'accorde plus d'importance sur la récupération à ce moment-là. Ouais. Hyper intéressant. Sur t'as cité un entraîneur qui t'a un peu placé juste avant les sélections moins de 17. Qui est-ce qui t'a, tu penses, le plus aidé à ton poste? Un joueur qui vient en tête là, qui t'a vraiment apporté énormément. Loïc Jacquet. Légende. Mais au-delà du joueur, le monsieur, la personne. Moi, quand j'arrive, c'est un peu lui qui me prend il me prend sous son aile, clairement. Et voilà, il me challenge. Mais en plus de ça, au-delà de ça, il me challenge, mais avec l'expérience, je me rends compte aujourd'hui que je le challengeais aussi, et je le poussais à être au niveau et à continuer à s'entraîner. Et voilà, des séances de muscu ensemble où on se challengeait, on se poussait, des discussions longues sur le rugby, mais pas que, sur la vie, sur comment être, quelle personne être, etc. Non, franchement, moi je l'appelais Daddy. Tant que ça, c'était carrément, vraiment, encore aujourd'hui, on s'appelle, c'est Daddy, quoi. C'est une personne qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui m'a beaucoup transmis. Dommage que ça a été court et on a joué que 2 ans ensemble, mais c'était magnifique. J'ai de très très beaux souvenirs et je suis très heureux pour lui qu'il ait fini sa carrière au Stade de France en finale du top 14. Quand on perd, je m'excuse un peu, je dis désolé, quoi. Je dis, mais moi, il n'y a pas plus beau. Je finis au Stade de France, ma carrière, magnifique. Je suis très heureux, quoi. Donc, ouais, non, cette personne-là m'a marqué. Après, il y a une personne aussi qui m'a marqué, c'est quand même dans ce qu'il a gagné, c'est Levan Chilachava. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais il a fait partie du Toulon à la grande époque. Et en fait, il a gagné, il a vécu des choses qu'on a mille lieux d'imaginer. C'est toi dans son caractère qu'il est un petit peu introverti. C'est pas un mec qui va le dire sur tous les toits. Attention, il est introverti avec vous, avec le monde extérieur. Mais à l'intérieur du groupe, c'est un clown. À l'intérieur du groupe, c'est une personne incroyable. C'est un faux timide, j'appelle ça. Il est timide avec des gens qu'il connaît pas, mais dès qu'il te connaît, t'inquiète pas que c'est un clown. Mais non, voilà, c'est une grande expérience. Grosse expérience. Je pense aussi à Antoine Tichit, à Julien Dumora, à Geoffrey Padis. Ça, c'est des mecs-là, classe. Rory Cocotte, exigence élevé, Thomas Combozu, Berra Eurdad Pileta, la gagne tout le temps. Eurdad Pileta, c'est la gagne, il n'y a rien d'autre que la gagne, mais il joue au ping-pong, il veut gagner, c'est la classe. Et Mathieu Babillot dans beaucoup de choses, c'est impressionnant, le leadership qu'il a, la manière de transcender les autres, il met les frissons à chaque fois qu'il parle avant les matchs, c'est exceptionnel. Et puis l'humanité qu'il a, il accueille tout le monde, il parle avec tout le monde, que tu sois anglais, étranger, il t'intègre. Si t'as besoin de lui, tu peux l'appeler à 2h du matin, il va te répondre, il va trouver une solution. Quelqu'un sur qui on peut compter. C'était grand monsieur. Au-delà des joueurs de rugby, je te parle, tu vois, parce qu'il y a des grands joueurs avec qui j'ai joué et j'ai eu la chance de jouer avec de très grands joueurs à Toulon, mais des mecs qui m'ont marqué, c'est les mecs humains. Et Mamouka Gorgozé aussi m'a marqué. Ouais, assez surprenant parce que un peu brut de. Décidément, ces Géorgiens, ils sont surprenants. Les Géorgiens ont quand même une belle mentalité. C'est des mecs avec de manière générale après, mais. Ce que j'ai connu, c'est toujours empreint de respect. Énormément de respect et des valeurs d'hommes, de parole, ils respectent leurs paroles. Voilà, c'est quand même un beau peuple, quoi. Mais ouais, j'ai une anecdote avec Mamouka Gorgodje. C'était à l'époque du début des escortes. Donc on fait vidéo à Toulon, moi je monte avec les pros, j'ai 18 ans, ils nous font la vidéo, donc les gars, les escortes, il faut qu'on accentue les escortes.
Moi, à 18 ans, tu me dis de faire quelque chose, je le fais à la lettre. Parce que quand on dit escorte, on parle pas d'escorte à l'extérieur, on parle d'escorte Ah non, bien sûr, d'escorte. Quand il y a un coup de pied. Voilà, c'est des mecs qui accompagnent les joueurs et qui essayent de. Voilà. Pas de malentendu. On parlait de phrases sorties de son contexte. Ouais, non. J'ai une anecdote avec Mamouka, c'est les escortes. C'est les escortes. Non, pas de. L'escorte après un box kick, souvent, tu essaies d'accompagner et de gêner un petit peu les défenses adverses. Voilà, exactement. Donc, du coup, moi, on sort de la vidéo, je fais l'escorte, je cours, et lui, il est dans mon dos. Donc, il chasse. Je passe un peu devant lui, il me met un coup de coude dans la nuque, et il me dit, toi, tu fais pas d'escorte à moi. Pas d'escorte avec moi. Et moi, je suis là. Ok, mais à 18 ans, tu dis, ok, Mamouka, oui, monsieur, je te ferai pas d'escorte, excuse-moi. Donc, ouais, voilà, mais à côté de ça, quand j'avais 18 ans, à Toulon, on faisait les déplacements, j'étais 24 des fois, et il venait, t'es souvent tout seul, t'es le petit jeune un peu tout seul, il venait, il s'asseyait à côté de moi, il discutait avec moi. Grand monsieur, qui m'a marqué à Toulon, mais voilà, j'en ai plus à Castres quand même, qui m'ont marqué, quoi. Ouais, bien sûr, c'est évident. On va passer sur les 2-3 dernières questions. J'y vais quand même. Toi, j'ai fait Paul Malaise qui m'a dit que parce que dans un joueur il doit être accompagné par des agents entre autres et d'autres personnes aussi. Ça fait partie de bien s'entourer. Tu parlais de prépa mentale, tu parlais de tout ça. Je crois que tu es aussi chez SD Management, toi. Paul Malaise me dit qu'ils l'ont aidé, mais 1000 fois à prendre les bonnes décisions au bon moment. Hugo Reus m'en a parlé ici. Il m'a dit que ça avait changé sa carrière complètement. Il est chez SD aussi, je crois. Les deux chez Clément Marienval. Et quand j'ai vu que tu étais aussi chez SD, je voulais un peu en parler parce que quand même, ça fait plusieurs fois que ça revient et que tu sens que ça a eu un impact important aussi dans leur carrière. Et je trouve que c'est des fois des choses dont on ne parle pas vraiment. Toi, comment ça ils t'ont aidé sur ce... Moi déjà, j'ai rencontré... Moi, je bosse avec Stéphane Drey. Je l'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans via Gaël Ficou. En fait, qui vient aussi de la scène. Voilà, le frère de Gaël connaît mon frère. Et donc, lorsque j'ai commencé à faire un petit peu équipe de France et tout ça, que j'ai été démarché par des agents, on se posait un peu la question, on n'aimait pas trop la manière comment les agents fonctionnaient et m'approchaient en fait avec ma famille, mon entourage. Du coup, on est un peu allé nous se renseigner comment ça se passe, etc. À justement Jérémy Ficou, le frère de Gaël, qui nous a conseillé Stéphane, avec qui on a fait les rendez-vous, donc SD Management, et on a fait les rendez-vous et ça s'est super bien passé. Donc à peu près à 16-17 ans, j'ai rencontré Stéphane et j'ai commencé à travailler avec Stéphane. J'ai une relation très saine, très bonne. Ça s'est toujours très bien passé. J'ai jamais eu à dire quelque chose. C'est voilà, je suis très heureux. Comment il m'accompagne, c'est surtout sur les fins de contrat. Donc voilà, là j'étais en fin de contrat récemment. Je viens de prolonger et du coup c'est des coups de fil, c'est des discussions ensemble. Après. C'est moi qui ai le dernier mot. Ça qui est important quand même. Voilà, ça c'est important. Je sais que j'ai quand même une liberté et si j'ai envie de rester à Castres, je reste à Castres. Si j'avais envie de partir, j'aurais peut-être eu la possibilité de partir. À l'époque de Toulon, je quitte Toulon. C'est moi qui insiste pour partir aussi. Ouais. Voilà, c'est moi qui dit non, j'ai envie de faire un nouveau challenge, j'ai envie de peut-être voir autre chose. Et en parallèle, Castres s'est renseigné et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, voilà, non, moi j'ai une très bonne relation avec Stéphane. Ça se passe très bien, je suis très content. C'est une bonne boîte, c'est une boîte sérieuse. Ils ont pas mal de très grands joueurs, donc forcément, si t'as des très grands joueurs, c'est que tu bosses bien et voilà, je suis très heureux de faire partie de la boîte, quoi. Ouais, carrément. Toi, j'aimerais bien avoir un agent sur le podcast parce que je trouve que c'est un métier qu'on voit pas assez et tu crois encore que c'est tellement encore sous la table, tu sais, métier comme ça, alors qu'en fait, c'est plus du tout le cas, tout c'est professionnalisé et je trouve que j'aimerais bien mettre en lumière, tu vois. Si tu veux, je peux essayer de te mettre en relation avec Stéphane, peut-être que ça peut l'intéresser. Pourquoi pas. On arrive vraiment sur la toute fin de ce podcast.
Tu lèves tes mains au ciel, j'ai vu, je crois que tu mets un essai. Tu parlais de ta maman pour laquelle tu as beaucoup, beaucoup de respect. Tu peux un peu te parler de pourquoi et de ton impact? Ouais, je crois que c'est la première fois que j'en parle. OK. Non, 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 je suis assez, timide sur ça parce que ça fait partie de moi. J'ai pas forcément envie que les gens me plaignent ou quoi que ce soit, mais voilà, mon histoire, elle est faite comme ça. J'ai perdu mon papa lorsque j'avais 2 ans. C'est quelque chose que je parle très peu. C'est la première fois, que je l'évoque, parce que j'ai pas forcément envie que les gens ils me plaignent ou quoi que ce soit. Mon histoire, elle est faite de manière à ce que je suis la personne, enfin, mon histoire Tu es est aujourd'hui? voilà, mon histoire est faite ainsi. Donc, voilà, j'ai perdu mon papa à l'âge de 2 ans. C'est ma maman qui m'a élevé toute seule, avec mon grand frère. Ça a été très dur, mais grâce à elle, j'ai manqué de rien. Parce qu'elle a travaillé très dur, bien plus que les autres, et elle se levait tôt le matin, rentrait tard le soir, mais j'ai jamais été dans le besoin et j'ai jamais manqué de rien. Donc, voilà, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que ce qu'elle a fait, c'est compliqué, Fort. c'est fort. Je sais que ça a été dur, quoi. Je sais que ça a été dur et aujourd'hui, j'essaie de lui rendre de la meilleure des manières. Mon histoire, elle est comme ça. Peut-être que si mon papa, il serait toujours là, je jouerais pas au rugby parce que il joue au foot qu'il était professionnel de foot, donc peut-être que j'aurais joué au foot, mais voilà, aujourd'hui, je regrette rien. Je me suis construit à travers ça. Je me suis construit, avec ça, et c'est une force aujourd'hui, je m'en sers parce que c'est une motivation. Heu, Vrai ou pas, mais j'ai l'impression qu'il est toujours au-dessus de moi, il me protège toujours et il m'accompagne toujours, moi et ma famille. Et voilà, beaucoup de respect pour ma mère aussi, qui s'est toujours battue, et voilà, elle nous a transmis les valeurs de jamais rien lâcher, de pas se plaindre, de continuer, de travailler dur. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force et c'est mes qualités aussi, quoi. Ouais, c'est ce qui se reflète sur le terrain finalement, Voilà, c'est tes qualités premières, c'est ça. d'aller au charbon, d'aller jusqu'à la limite, de rien lâcher, de vouloir gagner le respect de tes C'est ça. coéquipiers et de ta famille proche, comme tu nous le disais avant. Donc ouais, je pense que c'est formateur et c'est peut-être ça qui te donne tu parlais qu'avant au CO, on veut vraiment faire maximiser ce qui nécessite pas de talent. Mmh, Et je pense que c'est toi ce qui te donne aussi peut-être ce petit truc en plus, cette hargne en plus, ce centimètre en plus, bien cette sûr. demande d'aller chercher encore au-delà des 100%. Donc je pense que tu en as fait une force et que ce soit. Oui, honnêtement, je suis persuadé que je serais pas la même personne. Je suis persuadé que à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'ai une pensée pour mon père, et ça me galvanise. Ça me transcende, voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et il y a eu des moments où ça a été dur parce que il y a des choses que tous les enfants ont connues et moi j'ai pas forcément connu. Donc, même dans l'éducation, ma mère m'a très très bien éduqué, m'a appris les valeurs, le respect, etc. Mais elle m'a pas appris à me raser, par exemple. Elle m'a pas appris à comment forcément fonctionner, en couple, etc. Et c'est des choses qui aujourd'hui, ben moi je me fais ma propre expérience, je gère la chose du mieux que je peux, et par moments je fais des erreurs, mais voilà, c'est comme ça, c'est moi, Mmh. c'est comme ça. Merci de nous dire tout ça, Florent. Toi, tu m'as foutu le frisson. Merci pour tout. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est la fin parfaite. J'ai une question traditionnelle, toujours à la fin, et un invité que tu aimerais bien voir sur le podcast, qui serait intéressante pour ce format-là. Stéphane, ça m'intéresserait de voir, Stéphane Drey, mon agent, tiens. Trop bien. Trop bien. Super. Je te remercie, Florent. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde et merci d'avoir Au revoir, merci beaucoup.